La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter ce soir la présentation par Dominique Fabre de la série À mi-voix. Cette émission constitue la préface de l'évocation par Madame Simone des souvenirs de sa vie. Au cours des émissions qui de vendredi en vendredi vont se succéder, Madame Simone évoquera ses souvenirs à mi-voix. Aussi bien que vous la connaissiez, je ne pense pas que vous puissiez en imaginer le ton. Vous vous plaisez déjà à l'idée d'une brillante galerie de portraits, le goût vous vient d'entendre les 100 anecdotes qui sont l'appoint indispensable à faire la petite histoire, et en effet, pour Le Bargy, Sarah Bernard, Réjeanne et Lucien Guitry, pour eux et bien d'autres comédiens illustres vont se rallumer les feux de la rampe. Par la parole, Madame Simone fera revivre Edmond Rostand, D'Annunzio, Alain Fournier et Charles Péguy, François Porcher enfin qui, s'il ne sera pas la mieux dessinée de ses ombres, ne sera pas la moins présente. Tous ceux qui furent les camarades, les auteurs, les amis, les confidents de Madame Simone seront évoqués à leur tour au fil de la mémoire. Pas un de ces personnages qui vous demeurera indifférent, pas un dont la figure d'un trait ne se précisera. Et pourtant pas un non plus, je crois, dont l'image ne passera au second plan, tant il y aura d'inattendu dans le visage que vous verrez par-dessus le leur s'inscrire en filigrane celui de Madame Simone. Comme toutes les personnes connues, vous croyez la connaître, et mieux qu'une autre peut-être, dans la mesure où d'émission en émission elle vous est devenue familière. Vous entendez sa voix ainsi que l'a décrite Jean Cocteau dans ses portraits souvenirs, nette et chaude, précipitant le débit ou traînant sur certaines consonnes, précise comme une machine à coudre et grave comme l'alto. Vous savez qu'elle excelle à raconter, à dépeindre, à faire voir ce qu'elle a vu. Vous connaissez que Madame Simone partage avec quelques rares élus le privilège de la parole et de l'intelligence s'exprimant en toute limpidité. Son rire, enfin, vous donne la mesure exacte de sa vitalité. C'est là Madame Simone, n'en doutez pas, telle du moins qu'elle a voulu se faire connaître. Mais profondément, elle est autre, et c'est, je crois, ce dont vous vous apercevrez. Sous l'assurance du mot juste, à travers les éclats d'une définition brillante, transparaîtra à certains instants un second visage, dépouillé des fards d'une inaltérable bonne humeur, et vous pourrez vous dire que c'est le vrai. Ce désenchantement, dont le ton vous glacera d'autant plus fort qu'il sera inattendu, remonte au jour où une petite fille perdit son père. « Je ne craignais plus rien », écrira Madame Simone dans l'autre roman, « je ne craignais plus rien, ayant subi le pire. » Et ce sera cette note de résignation, ce glas sonnant pour les espoirs perdus, qui vous donnera la clé d'un drame équilibré à force de patience et de concession aussi à la vie qui, quoiqu'elle n'en veuille pas toujours, sollicite inlassablement Madame Simone. Cette révélation, cette mise à nu d'autant plus sensible que sans doute involontaire, en même temps qu'elle captivera, pourra étonner. Pourquoi aujourd'hui et non pas déjà hier, demandera-t-on? Pourquoi soudain ce ton de vérité? C'est que dans ce studio, dès vendredi prochain, Madame Simone sera seule, et l'on n'a pas vis-à-vis de soi-même le visage que l'on offre aux autres. Sans doute, vous n'êtes pas dupe, et un micro ouvert représente un bien large auditoire pour qu'on ne puisse pas parler de solitude. C'est vrai. Mais à ne pas être bridé par un interlocuteur qui voudrait diriger ses souvenirs, Madame Simone agira vis-à-vis de l'auditeur ainsi qu'en présence de la page blanche sur laquelle ont été écrites les premières lignes de ses souvenirs, l'autre roman, ces mémoires d'une enfant qui sut très tôt que le mot « toujours » n'avait rien que de dérisoire. Que représente cette perpétuelle et trompeuse insouciance? C'est ce que nous avons d'abord voulu savoir. Avant toute autre chose, afin de mieux comprendre pourquoi nous en serons parfois frustrés au profit d'une confidence plus grave. En guise de préface, Madame Simone ne pouvait mieux faire que nous dire elle-même ce que signifie cette bonne humeur qui, de masque qu'elle était, est devenue en quelque sorte une seconde nature. Elle signifie deux choses, si je cherche bien. La première est un désir de politesse. Il y a en moi un grand souci
d'être vis-à-vis de ceux qui m'approchent, quelqu'un qui leur est agréable. Il y a évidemment là aussi un besoin de plaire. Je ne le conteste pas, mais il y a avant tout un très très grand souci de politesse. J'ai été élevée par une Anglaise, comme je l'ai raconté dans l'autre roman, extrêmement sévère et qui m'a rendu les plus grands services. C'était une femme qui avait un grand souci que l'on exécutât toujours ce qu'il fallait exécuter. Elle m'a appris à faire ce qu'on devait faire. J'ai donc très jeune su qu'il fallait, vis-à-vis de ceux qui vous approchent, être quelqu'un qui est agréable. Non pas qui fait des frais, car quand on est enfant, c'est bien impossible, mais que malgré tout, on se contraint. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller à ce qui peut être l'humeur du moment. Mais il y a un second point qui est plus important et qui est venu fortifier ce premier point, c'est qu'ayant été une enfant très tôt, une enfant malheureuse, j'ai eu une espèce de peur qu'en le laissant voir, je ne courus le risque qu'on me posât des questions. Or, la moindre question m'aurait écorchée. J'aurais été incapable d'y répondre, car je n'ai jamais su bien parler de moi. Ceci paraît absolument extraordinaire à l'instant où, justement, je ne vais faire que ça. Je crois que la bonne humeur est le meilleur des masques. En tout cas, il m'a grandement servi toute ma vie. Et comme dès que j'étais enfant, le malheur a voulu que je sache ce qu'était le chagrin, et un profond chagrin, il m'a été extrêmement utile, et dès ce moment, me repliant sur moi-même, j'ai trouvé que le meilleur moyen que l'on ne m'interrogeât pas, que l'on ne se posât même pas de questions à mon égard, car j'étais orgueilleuse, fut de paraître toujours satisfaite. Une résolution si instinctive, prise dès l'enfance, et dont elle ne s'est jamais départie, rendrait vaines et même dangereuses les questions que l'on pourrait avoir envie de poser à Madame Simone. Je crois même qu'elles auraient pour but de la faire se refuser involontairement à ces aveux de première grandeur que constituent quelques menus souvenirs se liant entre eux, rattachés les uns aux autres par ce fil à la fois ténu et puissant qui se nomme le destin ou le hasard. Un hasard aime à dire Madame Simone qui nous ressemble toujours. En Madame Simone se rencontrèrent pour son tourment, de même force et de même exigence, le besoin de se taire et celui de se prodiguer, une aptitude à la souffrance proprement sans limite, et celle non moins puissante de mordre à la vie et de se fabriquer des joies véhémentes auxquelles cependant elle ne parvint jamais à croire. D'autant plus vulnérable que n'attendant de la vie rien que d'illimité, l'enfant qu'a été Madame Simone et qui lui demeure si présent, cet enfant, en même temps qu'elle connut le goût des larmes ravalées, apprit à voir chaque jour rogner sous ses yeux les ailes des mots inventés pour les crédules, divertissement, plaisir, toujours. Ces mots et ces choses dont Madame Simone ne tarda pas à apercevoir la doublure noire. Deux sangs coulent dans mes veines. Un sang qui est un sang extrêmement vital, optimiste, qui est celui de ma mère, qui était d'origine bretonne et parisienne, et un sang qui est un sang, je crois, toujours assez désespéré, qui est le sang juif, qui venait de mon père. Mon père n'était pas un homme sombre, il était capable de très grands rires, comme je l'ai évoqué dans mon livre, mais c'était malgré tout un homme qui avait une vue clairvoyante de la destinée humaine, et il n'y a pas de vue clairvoyante de cette condition qui suppose une vue joyeuse. Comme l'un de ses héros, Madame Simone accepte sa souffrance, la ménage et même la respecte, ainsi le compagnon fidèle qu'on sait devoir vous accompagner jusqu'à la fin du voyage. Par respect de soi et d'autrui, Madame Simone travestit des feux de l'assurance un visage qui, sans cette ferme volonté, nous serait un sujet de compassion, ce sentiment d'impuissance qui ne sert qu'à grossir le torrent des larmes. Est-il besoin de le dire? Le meilleur de soi, Madame Simone l'a mis dans ses romans, et, plus à vif encore, dans les souvenirs qu'elle a commencé d'écrire. Mais encore que ce soit sans trop de goût, on n'a pas été comédienne en vain. Si certains de ses amis se sont interrogés sur la vérité de ce masque heureux qu'elle promène partout ainsi qu'une agréable chimère bien dressée, pour d'autres, et ce sont les plus nombreux, Madame Simone n'a pas d'autre visage que celui de ses rôles. Ce second masque, qui au contraire du premier ne doit rien à sa volonté, ce masque de théâtre, a imposé Madame Simone sous les traits d'une femme redoutable, intelligente certes, mais par-dessus tout redoutable. Je crois que ça tient au personnage que j'ai joué. Vous savez, il est extrêmement difficile pour un spectateur, sauf pour un spectateur qui fait partie de notre métier, de séparer le personnage de l'interprète.
Voyons, vous avez été au théâtre quand vous étiez enfant et vous est arrivé sûrement la même chose que ce qui m'arrivait quand j'allais au théâtre avec ma mère ou avec mon père et que j'entendais faire l'éloge de l'acteur ou de l'actrice qui joue un personnage antipathique, que je les entendais dire « un tel joue bien », je me disais comment peuvent-ils trouver que ce monstre joue bien ? Eh bien, je crois que cette identification du personnage à l'interprète, que font les enfants d'une façon grossière, les adultes le font d'une façon beaucoup moins grossière, mais tout de même instinctive, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser que l'actrice ou l'acteur n'est pas tout de même doué des vertus ou des vices qu'il est chargé de représenter. Ils ignorent que ce qui est précisément l'essence de notre art est le pouvoir de s'identifier au personnage que l'auteur nous impose. Par conséquent, il ne peut y avoir, et qu'il n'y a en effet très souvent, aucun rapport entre ce personnage et nous. Et malgré tout, dans leur esprit, quand ils nous évoquent sous les traits du personnage que nous avons représenté. Or, j'ai joué Le Retour de Jérusalem, qui était un personnage dont on a décidé qu'il était antipathique, puisqu'en effet, à ce moment-là, l'antisémitisme crée vis-à-vis de Judith, dans Le Retour de Jérusalem, une espèce d'antipathie féroce. J'ai joué ensuite Le Secret, qui était une femme résolument méchante. J'ai joué L'Acheteuse, qui était une femme qui brimait un homme jusqu'à vouloir le réduire à merci. Je crois que peu à peu, tous ces personnages ont créé dans l'esprit du public un espèce de mythe. Et que je suis victime de ce mythe, je dirais victime si tout ceci me faisait souffrir. Mais je suis bien obligée de dire que ça m'est égal. Cette indifférence que l'on voit à Madame Simone pour tout ce qui ne lui est pas essentiel se mue en farouche intransigeance dès que l'on aborde à tout ce qui n'est pas le théâtre ou la comédie de l'existence, dès que l'on touche à la vérité des sentiments vrais, des bonheurs partagés d'un même élan. Du moins, je le crois, mais ce n'est pas à moi de le dire, ce sera à vous de le surprendre, si Madame Simone se laissait aller non pas à un aveu direct, ce qui serait bien étonnant, mais à un de ces silences qui sont la frange des mots, s'arrêtant là où commence l'indicible. Certains, habitués au feu qu'elle apportait sur les planches, lorsque parut son premier roman, Le Désordre, reprochèrent à Madame Simone de tremper sa plume dans l'encre noire comme de parti pris. La parution de l'autre roman les aura tardivement éclairés, et vous-même trouverez dans les premiers souvenirs de Madame Simone, racontés à mi-voix, non seulement les motifs de la tristesse qui pèse sur ses fabulations, mais aussi les raisons de son despotisme et de sa constance. À ces heures sombres de l'enfance succéderont les soirs brillants du théâtre. Vous ne manquerez pas alors de comprendre combien Madame Simone était peu faite pour un éclairage aussi puissant qu'artificiel. Et ce sera en connaissance de cause que vous aborderez avec elle les heures graves de sa maturité, celles qui virent l'épanouissement de son talent d'écrivain, la seule expression, en dehors des élans du cœur, qui ne lui ait pas semblé un jeu de dupes. Je ne suis pas indifférente à ce qui touche à mon activité intellectuelle. Car quand je publie un livre et que je reçois certaines réponses, j'en ai un grand plaisir. Mais je dirais que j'en ai un plaisir affectif. Je crois qu'aucun auteur n'est absent de son œuvre. Et dans la mesure où on est présent dans son œuvre, le fait que la réponse soit telle que vous la souhaitez, c'est tout de même comme si quelqu'un vous prenait dans ses bras et vous disait « je vous comprends, je vous entends ». Il y a tout de même là quelque chose qui relève, moi je dirais, de la vie du cœur. Tandis que je n'ai jamais eu ce sentiment au théâtre. Je n'ai jamais eu le sentiment, dans une approbation, à une interprétation, à une pièce, à un jeu, qu'il y avait là quelque chose qui relevait de la vie affective, jamais. Tandis que probablement parce que j'étais extraordinairement absente. Et en effet, il faut être absent, à la fois absent et présent dans l'interprétation. Mais malgré tout, étant donné que notre don, c'est de devenir une autre ou un autre, il est certain qu'on ne peut pas avoir cette espèce de satisfaction affective qu'on a quand on est entièrement soi-même dans un livre. Et on est toujours soi-même dans un livre. Et je crois que justement, la chose qui compte le plus pour vous, c'est être vous-même, c'est aussi, si je vous entends bien, être fidèle à vos souvenirs, ce qui est encore une manière d'être fidèle à soi-même. Oh, mais bien sûr, je ne suis que souvenir et je ne suis que fidélité. Vous venez d'entendre la présentation par Dominique Fabre de la série À mi-voix.
Cette émission constituait la préface de l'évocation par Madame Simone des souvenirs de sa vie. Vendredi prochain, à la même heure, Madame Simone s'adressera particulièrement à tous les auditeurs. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter À mi-voix, souvenir de Madame Simone, présenté par Dominique Fabre et mise en onde par Georges Godebert. Me voici donc seule dans le studio devant le micro. Et quand je dis seule, je me trompe puisque je suis avec vous. Avec vous que je ne veux pas appeler mes chers auditeurs. Je trouve que ça ne convient pas du tout au rapport qui nous unissent. Car au moment où j'ai fait cette émission avec M. Gillois, qui s'appelait « Qui êtes-vous ?», j'ai reçu de vous tous plus de 400 lettres. 400 lettres qui témoignaient de tant d'amitié, de tant de commisération, je dirais, puisque j'avais avoué à quel point je vivais dans un état de chagrin constant, que ce que je voudrais vous dire, c'est « mes chers amis », si vous voulez bien. Et quand je vous aurai dit « mes chers amis », cela me permettra de commencer cette émission d'une façon tout à fait particulière, c'est-à-dire non pas comme un entretien, puisqu'il n'en est pas question que je suis seule, non pas non plus comme une série d'anecdotes, mais plutôt comme une confidence et par moments comme une confession. C'est un besoin que j'éprouve de vous parler. Et je vais vous demander pardon parce que je vais tout le temps vous parler de moi. Je vais donc être obligée de dire « et je », qui est, paraît-il, haïssable. Mais je sais que vous aurez pour moi beaucoup d'indulgence. Ce que je vais vous raconter, en somme, c'est non seulement l'histoire de la double vocation qui, en somme, a conditionné ma vie, puisque j'ai été tour à tour une comédienne pendant 35 ans et que je suis devenue ensuite un auteur dramatique et un auteur de romans. Mais aussi, ce que je voudrais vous dire, ce sont les particularités qui ont déterminé cette double vocation, car au point où j'en suis arrivée, au grand âge qui est le mien, on peut se retourner en arrière et tâcher évidemment de voir clair. La première chose qu'il faut que je vous dise, et j'espère qu'elle ne vous ennuiera pas, car moi elle me tient tellement à cœur, ce sont les portraits de mes deux parents que je voudrais brosser devant vous, car ces portraits expliquent, à mon avis, toute la singularité de cette double vocation. En effet, mon père était d'une espèce qui était de l'espèce absolument différente de ma mère. Il était, lui, un homme qui était né à Bruxelles dans les années 1830 et très tôt se détermina chez lui le désir et la vocation d'être marin. Malheureusement, cette vocation fut contrariée parce que mon grand-père, qui était syndic des agents de change à Bruxelles, se trouva ruiné par la Révolution de 1948, et un matin, on trouva le banquier pendu dans sa chambre. À ce moment-là, les enfants, qui tous avaient des ambitions qui correspondaient évidemment à des enfants doués d'une grande fortune, eurent à gagner leur vie, et mon père partit pour les États-Unis, où il apprit les affaires. Il avait 3 frères et 3 sœurs. 2 garçons, Camille et Arthur, étaient déjà nés quand il vint au monde, 2 filles, Emma et Coralie. Un autre fils, Paul, était apparu 3 ans après son frère. Et ces naissances multipliées, elles vinrent à bout de ma petite grand-mère, qui mourut bientôt de la tuberculose. Je dis ma petite grand-mère parce que, de mon lit, je la vois toujours, gentiment peinte, sur un petit portrait, en robe de soie bleue et col de dentelle. Un petit foulard à pans brodés protège sa gorge, une gorge délicate.
Elle est coiffée en bandeau que surmontent 2 coques lisses, vous savez, à la mode de l'époque. Ses cheveux sont bruns, mais doux. Le front est très pur, les yeux larges, le nez à peine arqué, la bouche toute ronde et rose, et elle a le menton timide d'une enfant. Un air de mélancolie frappe de gravité son ravissant visage qui semble ignorer le pouvoir de sourire. On découvre aussi comme un étonnement très ancien et comme né avec le corps lui-même. Elle semble dire « Pourquoi ces choses et non d'autres? Pourquoi la vie? Pourquoi vous et moi ?» Et hormis ce portrait, que la marée sans reflux emporta le modèle avant le milieu de sa 32e année, je ne sais rien de mon aïeul. Mais, à l'ombre de sa mort, avec quelle violence apparaît chez son avant-dernier né, chez mon père, le don fatal d'aimer et de souffrir en prodigue. Figurez-vous que le matin de l'enterrement, lorsque le cercueil fut porté dans le vestibule, le petit Eugène, alors âgé de 7 ans, et relégué dans une chambre lointaine, réussit à bondir jusqu'à la porte cochère. Et il se suspendit à l'anneau de bronze qui ornait le ventail, dans la folle et sublime espérance d'empêcher que l'horrible boîte où étouffait son amour ne passât le seuil de la maison. Et 50 ans plus tard, au milieu de l'océan Indien, cet enfant désespéré, devenu un homme dont le temps de vivre se rétrécissait amèrement, notait dans un de ses carnets de voyage « Aujourd'hui, 24 janvier, anniversaire de la mort de maman, penser à elle sans cesse, rien n'a pu m'en distraire. » Voilà le cœur puissant qui voulut bien me léguer quelque chose de sa force. Quelle épouse, quelle compagne le destin réservait-il à cet homme secret, silencieux, attentif, amoureux de l'espace, de la solitude et de toutes les valeurs intellectuelles? Ma mère était née d'un père breton et d'une mère parisienne, mais à la vérité, c'est surtout son ascendance bretonne qui était visible en elle. Elle était une toute petite femme, grassouillette, qui se tenait remarquablement droite, avec de fort beaux cheveux noués à la mode de l'époque en 8 sur le haut de la tête, comme on disait alors, des yeux intéressants, un fort beau nez, des dents assez éclatantes et surtout admirablement faites avec des pieds et des mains de poupée. Elle était aussi gaie, aussi vitale, aussi exubérante, aussi amie des petits plaisirs que mon père l'était peu. Peut-être est-ce à ces différences que l'on doit leur parfaite rencontre. Quand elle était petite, son père avait dissipé tout ce qu'il possédait et la dot de sa femme de la manière la plus extravagante en jeu et goût du beau sexe. Et ma grand-mère, Julie Berthaud, se retrouva très tôt, seule avec sa petite fille et ses yeux pour pleurer. À ce moment-là, elle habitait Faubourg Saint-Antoine, et vous savez combien le peuple de Paris est bon et aime se mêler à la fois du bien des autres et de ce qui ne le regarde pas. On décida donc qu'il fallait absolument prendre en main les destins de la petite Anaïs, qui était alors le nom de ma mère, et une voisine la conduisit un jour à l'opéra. Ma mère avait alors 7 ans. Et c'est là qu'elle commença ses études de danse, car quand mon père la rencontra, elle faisait partie du premier quadrille. Mais ce n'est pas là qu'il vit ma mère pour la première fois. La rencontre fut beaucoup plus singulière. Ma mère se promenait boulevard des Capucines avec une petite cousine à elle, âgée de 4 ans, qui tout d'un coup se mit à se tortiller, sous les affres d'un besoin bien naturel. Ma mère, qui ne craignait personne, dit à la petite « mets-toi contre le mur », elle lui retroussa ses jupes et l'installa. Mon père, qui passait à ce moment-là, et qui aimait bien de temps en temps parler comme ça, très librement, avec les personnes qu'il rencontrait, qui lui plaisaient, car il avait une humanité profonde. Et aussi quelque chose de narquois qui lui permettait de plaisanter au moment où il en avait envie avec les personnes qui se trouvaient en face de lui. Le fait est qu'il s'approcha de ma mère et lui dit donc, « Chère madame, est-ce que vous croyez que les murs du boulevard sont faits pour l'usage auquel vous les appliquez pour cette petite ?» Ma mère répondit, « Il fallait peut-être attendre que vous passiez. » « Mais pourquoi pas, dit mon père, étant donné que j'habite à côté, j'habite 10 rue de la Paix. »« Très bien, ben allons chez vous, dit ma mère. »« Eh bien, allons-y, dit mon père. » Et au bout d'un instant, de 10 minutes, le temps du trajet, qui n'est pas long, comme vous voyez, ma mère et la petite fille se retrouvèrent chez mon père, les bras chargés de fleurs, de bonbons, de cadeaux, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et 3 semaines après, mademoiselle Anaïs Canet devint madame Eugène Vinda. Voilà l'histoire de leur mariage. 3 enfants ont naquis de cette singulière union.
Mon frère aîné, chez lequel il était impossible de découvrir une goutte qui ne fût pas une goutte de sang breton. Mon second frère, chez lequel il était impossible de découvrir une goutte qui ne fût pas de sang juif. Et puis, cette pauvre petite fille que j'étais moi, et chez laquelle, pour son bonheur et son malheur, se mélangèrent d'une façon assez singulière les deux sangs, c'est-à-dire le sang qui réclame le retrait, le silence, la méditation, et celui qui réclame le mouvement, l'expansion et des contacts sociaux. Comment allait se distribuer mon enfance entre ces deux influences extrêmement différentes? Je dois dire que très très vite, j'eus pour mon père une préférence qui alla jusqu'à l'amour exclusif. Je ne peux pas dire que je n'aimais pas ma mère. Elle était pour moi extrêmement bonne, extrêmement gentille, extrêmement attentive. Mais malgré tout, ce qu'il y avait en elle d'exubérant déconcertait en moi ce que m'avait légué mon père, c'est-à-dire un besoin évidemment de plus de réflexion, de plus de méditation et peut-être même de plus sérieux dans l'attachement. Maintenant, je vais vous raconter une série d'épisodes qui sont peut-être assez mélancoliques, mais ce que je veux vous dire, puisque nous sommes entre amis, c'est ce qui a marqué ma vie, ce qui a déterminé mon caractère. Il est d'ailleurs difficile de dire si les choses que je vais vous raconter sont en effet les choses qui ont formé certaines de mes tendances, ou si ce sont mes tendances qui font que ces événements ont été pour moi des événements importants, car quand vous les aurez entendus, vous penserez qu'ils sont en somme assez puérils et que beaucoup d'enfants les auraient subis sans en ressentir aucun choc. Le fait est que le premier est lié à mon premier souvenir. Ceci se passait lorsque j'avais 3 ans et demi, puisque je suis née au mois d'avril, et que l'épisode que je vais vous raconter se place à Noël. Au lendemain de Noël, on m'avait donné un jeu nouveau, et ma bonne Allemande, Dora, qui restait avec moi jusqu'à mon mariage, qui ne m'a quitté que pour entrer au cloître, ce qui aussi est tout de même une indication assez curieuse, et prouve que j'avais près de moi quelqu'un d'assez austère, m'apporte une boîte qu'elle met sur la table, de laquelle elle sort 12 boules, une boîte de couleurs, des pinceaux, de l'eau, et me dit que le jeu consiste à ce que je colorie ces boules qu'elle met devant moi de la manière la plus brillante et qui me semblera la meilleure. Je me rappelle avoir passé ma journée entière à colorier ces boules. J'étais dans un état de fièvre qui est très voisin de ce qu'est en effet l'état de création, l'état artistique. Et quand ce fut terminé, le soir tombait, elle alluma les lampes, et je pus voir mes 12 boules qui me semblaient en effet coloriées de la manière la plus belle. Réjouissait de les montrer à mon père le soir. Quand elle prit les boules, les plongea dans une cuvette et les savonna activement, les remit naturellement très propres dans la boîte, en m'expliquant que c'était pour que je puisse recommencer le lendemain. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en moi. Qu'est-ce que j'attendais après avoir fait colorier ces boules? Je ne peux pas le dire très exactement, mais certainement quelque chose qui était l'exaucement de la vie, quelque chose qui était comme si le plafond s'était envolé. Au lieu de ça, qu'est-ce que je voyais? Que mon effort était vain, qu'on le tournait non pas en ridicule, mais qu'on le considérait comme nul. Et cependant que les boules étaient remises dans la boîte, il se passa en moi quelque chose de tellement violent que je ne jouais jamais plus à aucun jeu. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Et il me paraît tout de même singulier que ce fait qui aurait laissé probablement beaucoup d'enfants indifférents ait déterminé chez moi le sentiment que l'effort humain était inutile. Bien entendu, je ne formulais pas mon impression de la manière que je vous la formule là. Tout ça était assez obscur. Mais il y avait malgré tout un sentiment de découragement et d'inutilité qui m'a poursuivi pendant toute ma vie. Et quelquefois, je pense que cette indifférence que j'ai eue à ce qu'on a bien voulu appeler mes succès était déjà en germe et peut-être déterminée par cette première et terrible déception. La seconde chose qui a compté dans ma vie n'est pas plus gaie, et je m'excuse vraiment de ne vous dire ici que des choses mélancoliques, mais nous sommes là réunis pour nous dire la vérité, puisque nous sommes entre amis. La seconde chose a été un fait encore plus dramatique. Nous habitions sans cesse avenue des Champs-Élysées, une maison qui a maintenant perdu tout à fait son aspect depuis qu'on l'a exhaussée, surélevée plutôt. Au 4e étage, nous avions là une très grande terrasse si large que toute la famille pouvait y prendre ses repas au beau jour.
Vous voyez donc la dimension qu'avait la terrasse. À son extrémité, mon père avait placé pour moi une immense volière remplie des plus beaux oiseaux et j'adorais ces petits chanteurs. J'allais les voir chaque matin, chaque soir. Je leur donnais des graines, je les écoutais chanter. J'avais pour eux une véritable passion. Un jour, il y a eu un orage affreux et quand je suis remontée sur la terrasse, très inquiète, après le passage de cet ouragan, j'ai trouvé la cage par terre, les portes grandes ouvertes et la plupart des oiseaux envolés. Pourtant, sous le poids de la cage, certains étaient pris, complètement immobiles. Dora les a ramassés et m'a dit en allemand « Sie sind tot », ils sont morts. Et je me rappelle que ce mot que je n'avais jamais entendu est tombé en moi comme une pierre. Quand mon père est arrivé, je me suis jetée vers lui comme une brûlée. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il m'a dit « Mais ça veut dire qu'ils sont endormis. Il ne faut pas que tu aies de chagrin, ils sont endormis. Demain matin, ils vont se réveiller et tu vas les retrouver exactement comme tu les as vus hier. » Je ne pouvais pas mettre sa parole en doute, je n'ai pas besoin de vous le dire. J'ai dormi d'une manière tout à fait agitée, j'avais déjà mauvais sommeil. Et le lendemain matin, on m'a fait une toilette particulièrement longue, particulièrement minutieuse. J'ai vu qu'on retardait le moment où je monterais sur la terrasse, mais enfin, il y avait à ça 1000 prétextes, 1000 bonnes raisons qui faisaient que je ne soupçonnais rien. Et quand je suis montée, j'ai vu la cage replacée sur son socle et remplie de tous les merveilleux oiseaux qui s'étaient échappés, aussi de ceux que j'avais vus immobiles. Tout allait donc bien, mon père avait dit vrai, le mot ne signifiait rien, mais malheureusement, par un hasard abominable, et il est dit que notre vie est menée par le hasard qui nous ressemble toujours, je suis passée par l'office et j'ai vu sur le bord de la fenêtre les cadavres de mes petits oiseaux. Évidemment, le maître d'hôtel que cette affaire lassait avait été le matin chercher des oiseaux absolument pareils, comme mon père le lui avait ordonné, et puis, trouvant que tout ceci avait assez duré, avait jeté négligemment mes pauvres petits chanteurs morts sur le bord de la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée sur la terrasse, j'ai ouvert toutes les portes de la volière et j'ai fait s'envoler tous les oiseaux. Ah, ont dit mes frères, eh bien, nous allons voir ce que papa va dire. Eh bien, mon père n'a rien dit. J'ai à nouveau vu se poser sur moi ce regard mélancolique que je connaissais bien. Et quand je lui ai demandé ce que signifiait le fait que les oiseaux étaient revenus, il ne m'a absolument rien dit. Il a dit « Tu les as fait partir, tu as bien fait ». Donc pour moi, le mot « mort » signifiait déjà quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi, sinon cette immobilité, ces paupières fermées, ou plutôt ces yeux grands ouverts et qui ne voyaient plus. Et alors est venu s'ajouter à cette connaissance funèbre un fait absolument dramatique qui a été la mort de la fille de la concierge. C'était une petite fille qui avait 3 ans de plus que moi, qui devait donc avoir 7 ou 8 ans à l'époque, qui m'apprenait à jouer à la toupie sur l'avenue des Champs-Élysées, qui n'était pas du tout ce que vous imaginez maintenant, mais une belle avenue champêtre. Et un beau jour, j'ai entendu les femmes de chambre dire que la petite fille avait la fièvre typhoïde. Et puis on n'a plus rien dit devant moi. Quand je l'interrogeais, on me disait qu'elle allait mieux. Et puis un jour, en allant me promener, sous la voûte, comme on le faisait à l'époque, j'ai vu une espèce de chapelle dressée avec des cierges et avec une boîte dans laquelle j'ai deviné qu'était ma petite amie. Alors là, la réaction était abominable. Je me suis mis à jeter des cris, je suis remontée dans la maison, j'ai demandé mon père. Il est revenu du bureau en toute hâte. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut atteindre tout le monde, ça, le fait que la petite est là dans cette boîte? Est-ce que ça peut arriver, par exemple, aux gens qui sont dans le bureau d'omnibus? Est-ce que ça peut arriver à mes frères? Est-ce que ça peut arriver à maman? Je n'ai même pas dit à toi, car plutôt que de dire ce mot, je me serais étouffée. Alors mon père m'a pris sur ses genoux, m'a parlé longuement, m'a dit oui, en effet, c'est vrai, il y a des moments où on est obligé de s'endormir comme ça, mais c'est pour se réveiller dans un monde qui est un monde merveilleux, où on se retrouve, et là, on se retrouve pour toujours. Et quand il a dit « toujours », j'ai compris que c'était le mot après lequel je courrais durant toute mon existence. Car en effet, pour moi, ce qui ne dure pas n'existe pas. Et c'est pourquoi les choses auxquelles ma chère maman tenait tant, les objets, les bijoux, les plaisirs, toutes ces choses qui passent de main en main, ne comptent pas auprès du fait
de conquérir un cœur qui, lui, peut s'attacher à vous réellement pour toujours. Vous venez d'entendre À mi-voix, Souvenir de Madame Simone, présenté par Dominique Fabre et mise en onde par Georges Godbert. Vous pourrez écouter la suite des Souvenirs de Madame Simone vendredi prochain à la même heure, toujours sur la chaîne nationale. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter À mi-voix, Souvenir de Madame Simone, présenté par Dominique Fabre et mise en onde par Georges Godbert. Me revoici donc dans le studio, seul avec le micro, ou plutôt ni seul ni avec le micro, mais avec vous. J'espère que ma première émission ne vous a pas découragé, que toute la mélancolie qu'elle contenait ne vous a pas empêché de revenir m'écouter ce soir, car je crois malgré tout que ce soir, j'aurai des choses moins pénibles à vous dire. Mais il fallait tout de même bien que je vous explique mes origines et que je vous explique pourquoi il y a eu en moi ces deux courants qui ont tout de même déterminé mes deux vocations qui semblent si contraires. Nous en étions restés, je crois, au moment où j'avais, devait avoir 4 ans et demi, où nous avons quitté l'avenue des Champs-Élysées pour habiter Faubourg Saint-Honoré. À ce moment-là, on a décidé qu'on allait me mettre en pension. Oh, rassurez-vous, je n'étais pas interne, j'allais tout simplement rue Pergolèse, chez Madame Petit-Demange, jouer avec quelques bambins de mon âge et suivre la lecture, l'écriture qu'on nous faisait faire aux uns et aux autres. Quelques petites notions de calcul. D'ailleurs, cette dame, qui était fort importante, qui avait un corsage rebondi, un menton fuyant, avait été le professeur de piano de ma mère, ce qui permettait à celle-ci, d'ailleurs, de lui donner des ordres qui n'étaient pas exactement ceux qu'on demande en général à une éducatrice. Car en effet, il était dit que je devais très peu travailler, jouer dans le jardin, et dès que je donnais le moindre signe de fatigue, être retirée de la salle d'études pour être étendue sur le lit de la propriétaire. Il y avait là une petite fille qui s'appelait Mélanie Mathyssen et qui me fascinait pour la bonne raison qu'elle était ravissante d'abord et qu'elle portait dans les cheveux une espèce de grand nœud taffetas à coque si importante que j'avais toujours l'impression qu'elle avait sur la tête des ailes de moulin à vent. Elle était à côté de moi. Elle avait tout de suite compris, car elle était fort intelligente, qu'on ne voulait pas que je me fatigue, et comme elle n'aimait pas se fatiguer non plus, quand elle en avait assez de travailler, elle donnait des signes de migraine, se prenait la tête, mettait son petit coude sur la table et laissait pencher sa tête. Aussitôt, Madame Petit-Demange se saisissait non pas de la personne qui donnait des signes de fatigue, mais de moi-même, pensant probablement que ça allait s'attraper, et nous transportait l'une à l'autre comme deux paquets qu'elle avait sous les bras jusque dans sa chambre et nous installait sur son lit sous un édredon. Là, pour que nous ne nous ennuyions pas trop, on nous adjoignait le fils de la maison, Monsieur Petit-Demange, qui devait se rendre célèbre et que certains d'entre vous ont peut-être entendu au théâtre et vu au cinéma, et qui s'est rendu célèbre sous le nom de Prince au théâtre et de Rigadin au cinéma. Quand nous étions là tous les trois, on faisait entrer une jeune personne qui avait la lèvre ombrée d'un duvet sombre et qui avait des yeux comme des pastilles de chocolat, et qui avait une voix de bronze assez effrayante et une articulation auprès de laquelle celle que je demande à mes élèves est fort peu de choses.
Et elle nous lisait par ordre, et sans s'arrêter une seconde, les fables de Florian. Naturellement, c'était une lecture qui était tout à fait faite pour les petites filles que nous étions, seulement son articulation, sa voix et son aspect donnaient à ça quelque chose de dramatique qui quelquefois nous donnait de l'inquiétude, sauf quand Prince Rigadin était à côté de nous pour réveiller notre courage. Inutile de vous dire que pendant ce temps-là, je n'ai pas appris grand-chose. D'ailleurs, étais-je à l'âge où on apprend? Il me semble que les conversations de mon père, les quelques lectures qu'il me faisait de poète, étaient quelque chose qui me meublait infiniment plus l'esprit que ce que je pouvais bien fricoter quand j'étais chez Madame Petit-Demange. Le souvenir qui m'en reste, autre celui des attraits de la ravissante Mélanie et de la drôlerie qu'avait déjà le futur prince, ce sont les angoisses. Voyez-vous, j'en reviens toujours à ça. Ce sont les angoisses qui me saisissaient quand ma mère, qui devait venir me chercher à la place de Dora pour me promener en voiture au bois de Boulogne, puisque nous nous trouvions donc chez Madame Petit-Demange au 46 de la rue Pergolèse, était en retard. Je l'attendais sous une véranda, je me rappelle que je vois encore. À côté de cette véranda croissait un faux ébénier. Et au printemps, qui était le moment où on m'avait conduite là, où on avait décidé qu'il fallait absolument que je travaille dans la travail, si on peut dire travailler, que je m'esbaudisse dans la compagnie d'enfants de mon âge. Bref, là, au mois de mai, au mois de juin, des pétales de ce faux ébénier pleuvaient sur les vitres de la véranda et je vois encore cette espèce de neige dorée qui pour moi signifiait l'anxiété, l'attente, le malheur. Ma mère était en retard. Immédiatement, j'avais peur. Que lui était-il arrivé? Qu'était-elle devenue? Madame Petit-Demange avait beau essayer de me calmer, n'y parvenait absolument pas. Je commençais à pleurer et jusqu'à ce que ma mère apparût, j'étais une enfant extrêmement malheureuse. Encore une fois, jouait là ce que je disais dans ma précédente émission, c'est-à-dire les vertus ou les vices de nature. D'autres enfants ont attendu leur mère et probablement l'ont attendue avec calme, mais déjà il y avait en moi cette inquiétude, cette terreur de ce que j'aimais était toujours menacée. Je suis restée chez Madame Petit-Demange le temps de faire chez moi un jour une imitation de Mademoiselle Gonzalez récitant les fables de Florian, tandis que nous étions réunis sous la couette. Quand mon père a entendu ça, il a compris que ce n'était pas exactement ce qu'il me fallait. Il a décidé qu'on me retirerait de chez Madame Petit-Demange. Et à ce moment-là, on a découvert pour moi, non loin d'ailleurs, rue de Lubec, au 26 de la rue de Lubec, une institution qui était gouvernée par deux jeunes demoiselles qui s'appelaient des demoiselles Chevreau. L'une, Geneviève, correspondait à peu près à ce qu'on peut appeler le censeur des études. Elle veillait sur les classes, elle surveillait les professeurs, elle veillait à la régularité de nos études. L'autre, Mademoiselle Madeleine, était une personne qui, au contraire, était enfermée dans son bureau et, je crois, administrait la maison. Elles étaient aussi différentes l'une de l'autre qu'elle était mon père de ma mère. Mademoiselle Chevreau était perpétuellement Mademoiselle Madeleine, perpétuellement vêtue de noir. J'imagine qu'elle avait dû perdre un fiancé, car elles étaient fort jeunes toutes les deux. Il me semble que Mademoiselle Madeleine devait avoir 22 ou 23 ans et Mademoiselle Geneviève dans les 19 ou 20 ans. Mademoiselle Madeleine était non seulement toujours vêtue de noir, mais avait un visage toujours mélancolique. Au contraire, Geneviève était extrêmement gaie, elle était sensiblement plus grande, elle était fraîche, elle était blonde, et jouait avec nous au besoin, la récréation, enfin, donnait tous les signes du contentement, de la bonne humeur et d'un parfait équilibre. Il est arrivé là, dans cette institution, une autre chose qui m'a énormément frappée et que je vais vous raconter. Nous avions pour jouer une cour plantée très vaste. Enfin, elle me semblait à cette époque très vaste. Je n'ai jamais eu la curiosité de retourner y voir, persuadée que ce serait pour moi une visite qui me donnerait assez de peine. Il m'est difficile, en effet, de revoir les lieux où j'ai passé autrefois. Il y avait là de très beaux arbres, un espace qui me paraissait important, et nous jouions à courir, nous jouions à cache-cache, nous jouions au bar, enfin tout ce que vous avez fait tous les uns et les autres et que font vos enfants. Un beau jour, tout à fait par surprise, Mademoiselle Madeleine est arrivée, a voulu se mêler à nos jeux, a voulu courir après nous, et tout à coup, je l'ai vue tomber à terre, comme s'il y avait été précipitée par la main d'un dieu. Elle était étendue par terre à plat, avec ses deux bras étendus et ses voiles autour d'elle.
J'en ai reçu un choc incroyable. L'idée que cette personne, qui représentait pour moi l'autorité, la connaissance de toutes choses, et qui d'ailleurs était l'ambassadrice de mes parents, qui en somme les incarnait pendant le temps où j'étais à l'école, l'idée que cette personne pouvait tomber, pouvait avoir fait une chute, pouvait être là gisant par terre, était pour moi quelque chose de presque insoutenable. À tel point qu'au lieu de courir à son secours, enfin d'essayer de la relever avec mes compagnes, je restais absolument clouée sur place comme si j'avais été indifférente. Bien entendu, elle s'est tout de suite relevée, elle reste encore un instant avec nous, puis elle est retournée dans son bureau, et avec stupéfaction, j'ai vu mes amis qui recommençaient leur jeu, alors que j'étais, moi, m'asseoir dans un coin de la cour, dans l'impossibilité de recommencer n'importe quel plaisir. Il y avait là pour moi un événement d'une telle importance que la nécessité se présentait pour moi d'y réfléchir, de l'incorporer. Je ne pouvais positivement pas l'admettre. Et j'y ai pensé pendant des jours et des jours. Et ça a été chez moi quelque chose de tellement fort qu'encore à l'heure qu'il est, je ne peux pas voir tomber quelqu'un. Il m'est arrivé, dans le cours de ma longue vie, de voir dans la rue quelqu'un qui trébuche, ou même un enfant qui tombe. Eh bien, quand ce sont des enfants, comme en général cette chute s'accompagne d'un rire ou d'une gaieté, je la supporte. Mais si ce sont des grandes personnes, je retrouve cette impression de malédiction, cette impression de malheur, cette impression, dirais-je, de dégradation, qui est celle qui m'a frappée quand Mademoiselle Chevreau est tombée. Eh bien, là encore, je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Je n'en ai pas parlé à la maison, je n'ai rien dit à mon père, mais je suis persuadée que si je lui en avais parlé, j'aurais vu à nouveau se poser sur moi le regard mélancolique auquel je faisais allusion la fois précédente. Bref, au bout d'un certain temps, on m'a sorti de chez les demoiselles Chevreau sous prétexte que j'y étais mal nourrie, car j'y prenais en effet mon déjeuner, et qu'on nous occupait trop à nous faire coller des noix sur des papiers pour soi-disant délivrer des petits Chinois. J'avais très bien compris à quoi ça voulait dire, pourquoi il fallait sauver les petits Chinois et pourquoi les coques de noix pouvaient être utiles dans ce cas. Mais en fait, c'était un fait. Mon père s'est lassé d'entendre que je vidais des coques de noix, que je les collais sur des papiers à cet effet. Et on m'a installée alors dans un couvent, avenue d'Iéna, chez les sœurs Marie Auxiliatrices. Alors là, j'étais très très mal à l'aise et très malheureuse pour une autre raison, toute physique, c'est que le jardin était en pente. Et alors il fallait tout le temps, nous étions là dans de perpétuelles escalades, on montait, on descendait, ça m'était extrêmement désagréable. Et un des besoins dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui paraissait déjà à ce moment à mon âge, c'était celui d'inventer des histoires. Non pas de mentir, c'était pas du tout ça, mais de fabuler. Et quand j'étais chez Mademoiselle Chevreau, mes camarades m'écoutaient quelquefois avec complaisance. Je leur racontais des longs romans qui duraient 1 mois, qui duraient 2 mois. Et je me rappelle que chez les sœurs Marie Auxiliatrices, il y avait là une ravissante petite fille qui s'appelait Marie-Thérèse de Stofflet et qui était d'une complaisance incroyable à mes fables. Malgré ça, on m'a aussi retirée de chez Marie Auxiliatrice et mon père a enfin pris en main tout ce qui était mon instruction et m'a installée au lycée Racine, où là, les choses commençaient à devenir sérieuses et où je suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai fait toutes mes études. Il m'était arrivé une autre histoire assez curieuse chez Mademoiselle Chevreau, dont il faut que je vous parle aussi, et qui a trait à cette espèce d'inquiétude qui me saisissait quand ma mère était en retard. J'avais gardé d'elle, de Mademoiselle Chevreau, au moment où elle était tombée, une image qui était une image mélancolique et même assez dramatique, mais qui s'associait aussi à cette espèce de tendresse que j'avais pour elle, et qui s'accompagnait d'un sentiment assez bizarre, mais enfin qui se comprend chez une enfant très jeune. C'est qu'au moment où elle était tombée, il s'était passé probablement en elle quelque chose comme une révélation. Je ne peux pas très bien vous expliquer ce que j'ai senti alors, tout ça était obscur, mais ça correspondait pour moi comme à une espèce de demi-mort. Et comme la mort était une idée qui me poursuivait sans cesse, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que pendant cette chute, elle avait peut-être eu une espèce de révélation de ce qu'était les clartés d'un autre monde. Bref, je l'entourais d'une espèce de vénération. Et quand ma mère était en retard, au moment de venir me chercher, rue de Lubeck, non seulement j'avais cette anxiété dont je vous parle, mais comme une espèce de besoin d'aller me réfugier auprès de mademoiselle Madeleine. Or, un soir, ma mère est arrivée tellement en retard que j'étais prise d'un désespoir si vif que, sans que j'aie rien demandé, la concierge m'a en effet emmenée chez mademoiselle Madeleine. Et là, j'ai trouvé une personne qui était penchée sur des livres, qui travaillait, qui m'a fait asseoir non loin d'elle.
pas tout près cependant, dans un coin assez obscur, et de cet endroit où j'étais, je pouvais la voir en train d'écrire paisiblement, éclairée par une lampe qui portait un abat-jour de porcelaine que je vois encore, et où en ronde bosse se détachait une bergère, un berger et des moutons. J'étais calmée à côté d'elle. J'avais l'impression que le mal ne pourrait guère m'atteindre, mais en même temps un autre regret profond s'éveillait en moi. Pourquoi est-ce que ma mère n'était pas rentrée toujours de bonne heure au moment où j'étais à la maison? Pourquoi étais-je seule avec Dora? Pourquoi est-ce que je n'avais pas quelqu'un penché comme ça sur des livres, éclairé aussi par cet abat-jour? Et d'un autre côté, cet abat-jour m'inspirait d'autres sentiments. Je me disais, cette bergère et ce berger ont l'air si heureux. Est-ce que le bonheur n'est donc possible qu'aux êtres qui sont des images? Et je remplaçais cette représentation que j'avais devant moi de ces moutons couchés à leurs pieds, de cette houlette, de ce jeune homme qui jouait de la flûte, de la petite fille qui ramassait des roses avec un papillon qui voltigeait autour d'elle et qui figurait sur la lanterne qu'on allumait la nuit, sur la grande veilleuse qui pendait au plafond de ma chambre. Ce sentiment-là était aussi un sentiment singulier, car enfin, quelle notion avais-je donc déjà du dramatique de la condition humaine pour décider qu'il fallait ne pas y appartenir pour avoir droit au bonheur? Le fait est qu'arrivé au lycée, au milieu de très nombreuses camarades, beaucoup d'elles fortes, intelligentes, fort studieuses, avec des professeurs pour lesquels j'avais la plus grande admiration, quelque chose en moi s'éveilla qui était l'émulation, le goût du travail, et, je dois l'avouer puérilement, le besoin d'être première. Non pas pour moi, je n'ai jamais eu d'orgueil, mais parce que je sentais que je ferais plaisir à mon père. Et là, j'ai eu pour la première fois la révélation de ce qu'est la beauté du langage. On nous faisait une dictée de Chateaubriand, un morceau célèbre qui s'appelle « Clair de lune sur les prairies d'Amérique ». Et je me rappelle encore la phrase qui a déterminé chez moi cette espèce de tremblement. C'était « Le clair de lune dormait sur le gazon ». Et c'était le verbe « dormir » qui avait produit chez moi ce grand trouble. Je me rappelle avoir quitté le lycée avec Dora, et le chemin n'était pas très long de la rue du Rocher, où était notre lycée, et le Faubourg Saint-Honoré, où nous habitions. Je traversais le square de la Borde, puis la rue de Penthièvre, et tout le long du chemin, je courais en répétant « Le clair de lune dormait sur le gazon, le clair de lune dormait sur le gazon ». Et dès que mon père a été rentré, je lui ai dit « Voilà, il y a une belle phrase, on m'a dicté une belle phrase. Le clair de lune dormait sur le gazon ». Et ce soir-là, il m'a lu le premier chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe. Vous venez d'entendre À mi-voix, Souvenir de Madame Simone, présenté par Dominique Fabre et mise en onde par Georges Godbert. Vous pourrez écouter la suite des Souvenirs de Madame Simone vendredi prochain à la même heure, toujours sur la chaîne nationale. Comme chaque vendredi, la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter maintenant, à mi-voix, l'évocation par Madame Simone des souvenirs de sa vie. Mes
Mes chers amis, la dernière fois, j'avais annoncé que mon émission serait une émission plus gaie que la précédente, et puis je me suis aperçue que finalement, je suis retombée dans toutes mes mélancolies d'enfance. Je crois que ça tient au fait que malgré tout, comme je veux vous parler des choses qui ont déterminé mon comportement, j'ai été entraînée à ça, mais je ne veux pas m'y laisser complètement aller. Il ne le faut pas. D'ailleurs, j'ai déjà raconté tout ça dans un livre qui s'appelle L'autre roman, qui est apparu il y a 2 ou 3 ans. Mais dans ce livre, je n'ai pas voulu dire certaines choses, non pas du tout par parti pris, non pas parce que je voulais qu'on ne me considère que sous un certain angle, qui était l'angle d'une enfant réfléchie et triste, mais parce que vous savez ce que c'est qu'un livre. Un livre doit avoir une couleur. Et à la vérité, ce livre était un long poème consacré à la mémoire de mon père. J'ai donc été entraînée à ne pas parler de tout ce qui a été un autre côté de mon caractère ou d'en parler d'une façon tout à fait épisodique, alors que je voudrais aujourd'hui m'en entretenir avec vous. Et ce côté, c'était la pétulance, et qui venait évidemment de mon sang maternel, comme je vous l'ai expliqué. Car quand je dis que j'ai été une enfant extrêmement triste, c'est vrai. Mais j'étais en même temps une enfant extrêmement remuante et gaie et joueuse, une enfant comblée qui avait toutes les raisons du monde d'aimer la vie tout en n'y croyant pas. J'étais une enfant qui nageait, j'étais une enfant qui dansait, j'étais une enfant qui s'amusait avec ses frères. Et je me rappelle, avant toute chose, un ravissant souvenir à Dieppe, qui est le souvenir de mes frères faisant des ricochets. Mon frère aîné, j'avais pour lui une très grande admiration, et je me rappelle à quel point j'étais éblouie par la manière dont il lançait ses petits palets sur l'eau, et je lui criais « Encore un, mon beau Robert, encore un, mon beau Robert ». Nous habitions à ce moment-là une villa et qui jouxtait celle du propriétaire. Ce propriétaire s'appelait Monsieur Dige. Monsieur Dige était un homme qui avait je ne sais quelle étrange couleur de chocolat qui m'inspirait une espèce de frayeur singulière, et il avait un petit chien qui s'appelait Gypsy. J'adorais Gypsy, j'avais terriblement peur de Monsieur Dige. Naturellement, ma bonne allemande m'obligeait à dire bonjour à Monsieur Dige, et je me trompais chaque fois et j'appelais Monsieur Gypsy, ce qui était épouvantable, si bien que chaque fois que nous l'apercevions, ma bonne allemande m'entraînait rapidement, nous ne lui montrions plus que nos dos. Mais il y a eu un autre épisode à ce moment-là qui a été assez curieux, c'est l'épisode d'un bal d'enfants. Je dansais déjà assez gentiment, je devais avoir 4-5 ans. On m'avait naturellement parée pour ce bal. Je me regarde dans la glace avant de partir. Je commence par la tête, ou plutôt non, je me trompe, je commence par les pieds. Je me vois avec de très jolis petits souliers vernis. J'étais minuscule, donc j'avais de tout petits pieds qui me plaisaient. J'avais une robe de dentelle, j'avais une énorme ceinture comme on en portait à l'époque, avec un gros nœud de satin, des nœuds de satin sur les épaules, de très jolis petits gants de chevreau blancs. Tout ça me plaisait énormément. J'aimais mes petits pieds, j'aimais ma petite taille, j'aimais mes petites mains. Je suis arrivée à ma figure, et quand je suis arrivée à ma figure, j'étais consternée. Je me suis dit, ça ne va pas du tout avec le reste. Cette figure-là, elle n'est pas bien. Tout le reste est bien, cette figure-là n'est pas bien. Je ne me trouvais pas jolie du tout. En effet, je n'étais pas jolie du tout. Je ne l'ai jamais été, mais quand j'étais une enfant vraiment qui était vive, qui avait de la pétulance, comme je vous ai dit, qui avait peut-être des yeux amusants. Mais en fait, je n'étais pas belle. Je l'ai constaté, et chose très curieuse, je n'en ai eu aucun chagrin. Évidemment, cette constatation aurait dû m'entraîner à de la mélancolie, à ne pas vouloir aller au bal, à vouloir rester chez moi. Pas du tout. Après avoir constaté ça, s'est élevé en moi cette espèce de force bizarre, singulière, qui m'a toujours poussé en avant, malgré les autres, malgré moi, malgré tout. Et je crois que c'est ça, en effet, c'est encore une fois le sang maternel qui fait que ce jour-là, je suis partie pour le bal sans aucune espèce de tristesse après cette constatation qui était plutôt fâcheuse, tellement petite, je me rappelle, que je passais sous le tourniquet. Il y avait un tourniquet pour prendre les billets, je n'avais pas besoin de m'occuper du tourniquet, j'étais minuscule, je passais dessous comme une souris. J'ai passé ma journée à danser, très contente, très satisfaite, ne me souciant absolument plus de la constatation navrante que j'avais faite avant de partir pour le bal. Je m'aperçois que je vous ai parlé de mon frère Robert, et je voudrais faire un petit retour en arrière, parce que tout à coup, je m'aperçois que je vous avais dit que j'étais née sans 16 avenue des Champs-Élysées, et qu'à propos de ce frère, je peux vous raconter une anecdote qui vous donnera une idée de ce qu'étaient les Champs-Élysées à l'époque. Quand mon frère avait 4 ans, quand je n'étais pas encore née, il adorait les chevaux, déjà. Il les a aimés toute sa vie, il a eu des chevaux, enfin, il aimait ça, c'était sa passion. Et mon père, à ce moment-là, avait une écurie course et emmenait son fils, son aîné, car l'autre venait de naître, il emmenait son fils à Chantilly à l'entraînement. Mon frère avait donc pour les chevaux une espèce de passion, d'admiration qui satisfaisait de la façon la plus bizarre quand nous étions à Paris, en se rendant avec sa nounou
au bureau d'omnibus qui faisait alors le coin de ce qui est maintenant la rue Washington et l'avenue des Champs-Élysées. Il y avait là un bureau d'omnibus et on changeait les chevaux. Plutôt, on ajoutait un cheval d'Orlais à l'omnibus Passy-Bourse qui montait l'avenue des Champs-Élysées et qui allait à ce moment-là de l'arc Washington à la barrière de l'Étoile, qui est en effet le moment où l'avenue monte particulièrement. Ce que je vais vous dire va vous donner une idée à quel point c'était à ce moment-là un endroit non pas champêtre, comme j'ai dit l'autre fois, mais tout de même un endroit où seuls étaient des promeneurs, des enfants et 2 allées d'arbres de marronniers magnifiques. Au moment où on attelait le cheval de renfort, on asseyait mon frère dans sa robe de dentelle sur le cheval de renfort, et la nounou suivait à pied à côté dans l'avenue. Tous les voyageurs de l'omnibus, enchantés de voir ce petit garçon très paré, accroché au cheval. C'est vous dire tout de même à quel point les mœurs étaient patriarcales et à quel point l'avenue des Champs-Élysées était à ce moment-là tranquille. Quand je la vois maintenant en allant au cinéma, je suis absolument épouvantée, à la fois admirative, car j'aime mon époque, je ne suis pas quelqu'un qui refuse de vivre le moment qu'on m'offre, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de faire un retour en arrière. Maintenant que je vous ai raconté cette petite histoire, je reviens à mes moutons. Et mes moutons, c'est tout simplement cette espèce de force vitale qui, comme je vous l'ai dit, ne m'a pas empêché de prendre un grand plaisir après avoir fait une constatation qui était malgré tout une constatation mélancolique. Est-ce que c'est elle qui m'a entraînée à 2 ou 3 coquineries qu'il faut que je confesse et que je n'ai pas racontées dans mon livre? Encore une fois, je vous dis pas du tout pour me faire valoir, pas du tout pour faire croire au lecteur que j'étais une enfant parfaite, mais uniquement parce que le livre que j'ai composé était composé comme un poème et qui ne comportait pas les 3 épisodes assez cocasses, je crois, que je vais vous raconter. La première coquinerie, elle est la suivante. Je n'aimais pas du tout la classe de calcul. Un beau matin, je me dis non, je n'irai pas à la classe de calcul, j'en ai assez. Je prends une aiguille, je me pique les gencives, elles saignent naturellement avec obéissance, je crache et je pousse un cri, fort bien imité ma foi, en disant « Mon Dieu, je crache du sang ». Toute la famille se précipite, elle a craché du sang, qu'est-ce qui se passe? On me met au lit, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'elle a? Les frères qui tout de même se doutaient de quelque chose disent c'est pas vrai, elle n'a pas craché de sang, c'est une histoire. À quoi mes parents leur font une scène en disant vous n'avez pas honte, votre pauvre petite sœur qui probablement est très malade. On fait venir, je me rappelle, un spécialiste d'enfants qui dit oui, en effet, cet enfant n'est pas très bien portante, il faut faire très attention, il faut lui faire une cure à la bourboule. Je commençais à trouver que ça tournait tout de même assez mal. Mais enfin bref, je n'ai pas été à la classe de calcul ce jour-là. Néanmoins, pour ce simple bénéfice, pendant 5 ans, toute la famille, mon père, ma mère, mes 2 frères, les gouvernantes, les valets de chambre, les femmes de chambre se sont transportées à la bourboule. Et toute la famille, pendant 5 ans, m'a regardé faire une cure qui n'était aucunement nécessaire, car mes poumons ont toujours été parfaits. Et ce crachement de sang était la pire fraude qu'une enfant pouvait commettre. Je n'ai jamais osé le dire à ma mère que très longtemps après, je ne sais pas, moi je crois que 40 ans après, je dois dire qu'elle a pris très mal. Elle dit, tu n'as pas honte, tu nous as fait une peur épouvantable, nous avons cessé de trembler pour toi, ton père ne cessait de dire, mon Dieu, comme cet enfant est pâle, ce qui était vrai, mais ce qui a dit tout de même que je n'avais pas un très mauvais tempérament, puisque me voilà et que je vais tout de même avoir 77 ans le 3 avril. Mais les 5 cures à la bourboule, peut-être que finalement ça m'a fait du bien. Enfin, en tout cas, je voulais m'en accuser devant vous. La seconde coquinerie est la suivante. Madame Sarah Bernard était revenue d'une de ses longues tournées et était affichée à la porte Saint-Martin dans une Jeanne d'Arc, je crois, d'Émile Moreau. À ce moment-là, je devais avoir 7 ans. Ma mère et mon père déclarent qu'il faut absolument que j'entende Madame Sarah Bernard, qu'elle a une très mauvaise santé, c'était quelque chose probablement dans le genre de la mienne, qu'un jour ou l'autre, il va lui arriver une catastrophe, qu'on ne la reverra plus et qu'il faut tout de même que j'ai le souvenir de cette très grande actrice. Bref, on me déclare que je vais aller voir jouer Madame Sarah Bernard. Naturellement, vous imaginez dans quel état de fièvre j'étais. Et on en profite pour me donner à déjeuner une cervelle. Je détestais la cervelle, je la déteste toujours. Et on me dit, tiens, voilà une cervelle. Tu vas voir Mme Sarah Bernard, tu vas être gentille, tu vas manger ta cervelle. Non, je ne mangerai pas ma cervelle. Si, non, enfin, vous voyez la discussion. Ah, on me dit, tu ne veux pas manger ta cervelle. Eh bien, tu n'iras pas entendre Mme Sarah Bernard. Naturellement, j'ai fait un effort, j'ai mangé la cervelle. Mais inutile de vous dire que je l'avais en travers du gosier, cette cervelle. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. On me forçait à manger de la cervelle pour aller voir Mme Sarah Bernard. Eh bien, ça va être, ça ne se passera pas comme ça. Ma mère avait une manie. C'était celle de ne vouloir aller au théâtre que si elle avait les 2 fauteuils de balcon du coin.
Elle prétendait qu'elle ne voyait bien que de là. Moi, mon Dieu, j'étais enchantée d'être là, je m'installe avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, je gardais mon idée. Et à peine le rideau s'était-il levé que je commence à me chatouiller la gorge de telle manière et avec une telle insistance qu'il arrive ce que vous pouvez imaginer et que la cervelle retombe naturellement sur les spectateurs de l'orchestre. Grand scandale. Ma mère veut m'emmener, je refuse de partir, dit que je ne suis nullement malade, mais que je ne peux pas admettre qu'on me force à avaler une cervelle sous prétexte que je verrai Mme Sarah Bernard. Finalement, je suis restée. Mais la cervelle, elle, était partie. Quand j'ai raconté cette histoire, Mme Sarah Bernard, elle en était absolument enchantée. Et je la vois toujours telle qu'elle était dans le rôle. C'était très curieux la manière dont on habillait Sarah Bernard à cette époque-là, car je pourrais faire un dessin de ce qu'elle était. Elle avait une robe qui était retroussée un peu, vous savez, comme les robes qu'on voit d'Isabeau de Bavière, comme ça sur le côté, avec une cordelière. Elle avait 2 grandes nattes comme Marguerite d'Anfaust, et elle avait une espèce de rouet à côté d'elle, enfin évidemment le contraire de ce que nous imaginons maintenant. Mais pensez comme je pouvais comprendre ce qu'était son art. Je sentais malgré tout qu'il y avait là une vibration très particulière, et je me rappelle qu'à un moment donné, elle disait cette phrase sublime: la France sera toujours la France et les Français sont toujours les Français. La salle éclatait en applaudissements et moi-même j'étais très émue et pourtant évidemment il n'y avait là rien qui dût surprendre parce qu'enfin en effet la France sera toujours la France et les Français sont toujours les Français. Mais enfin je suis rentrée extrêmement satisfaite et non moins contente de ne pas avoir gardé cet épouvantable déjeuner qu'on m'avait forcé d'ingurgiter. 3e coquinerie, c'est la plus innocente et peut-être plus singulière. J'étais au lycée déjà, je devais donc avoir 10 ans. Un jour, le professeur de littérature, qui était une charmante femme, qui s'appelait Mademoiselle Millet, je me rappelle, entre avec un livre à la main, il nous dit: mes enfants, il vient de paraître un livre de M. Jean Richepin, qui s'appelle, je ne me rappelle plus ma foi comment ça s'appelait, et je veux vous lire un poème qui s'appelait Les oiseaux de passage. Là, je n'ai pas oublié le nom du poème. Elle nous lit ce poème et me voilà naturellement plongée dans une grande exaltation. J'avais déjà eu cette révélation de ce qu'est le langage, comme je vous ai dit, les beautés du langage, en entendant cette dictée de Chateaubriand. Là, évidemment, ça ne valait pas Chateaubriand, mais c'était la poésie, c'était un poème très exalté, une espèce d'appel à la liberté. Enfin, c'était comment dirais-je, une espèce de parallèle entre la vie des oiseaux sauvages et la vie des oiseaux de basse-cour. Je rentre à la maison, comme toujours je raconte à mon père ce qui s'est passé, c'était à déjeuner, je lui dis: moi je voudrais bien connaître ce monsieur Richepin, tu le connais? Non, me dit mon père. Mais si j'aurais bien le connaître, va le voir, dit mon père. Pensant à autre chose évidemment, puis n'imaginant tout de même pas qu'il avait affaire à une personne de cet acabit. Ma foi, je prends le bottin mondain, je regarde l'adresse de Richepin, c'était, je me rappelle, rue Gassendi, et en sortant du lycée, à 4 heures, je dis à Dora: nous allons rue Gassendi. Ah, dit-elle, qu'est-ce que nous allons faire? Je dis: je vais voir M. Richepin. Ah, bien. J'étais avec elle, avec mon chien. Nous voilà partis rue Gassendi. Je sonne. Une petite servante très accorte vient m'ouvrir. Je lui dis: je voudrais voir M. Richepin. Il se trouve en présence de cette petite fille de 10 ans avec sa gouvernante et son chien. Il me dit: vous avez quelque chose à lui dire? Je dis: oui, oui, j'ai quelque chose à lui dire, quelque chose d'important. C'était un petit hôtel à 2 étages. Et au bout d'un moment, je vois descendre Richepin, que je peux vous décrire fort bien. Il avait de superbes cheveux noirs crépus, il était magnifique. Une barbe en pointe, très belle, comme on portait à l'époque. Vous avez peut-être vu de ses portraits d'ailleurs, dans des illustrations de cette année-là. Une veste rouge, avec des boutons d'or, un pantalon en velours noir, des espèces de guêtres, en somme, un peu quelque chose qui était entre le peintre et le dompteur. Il me regarde avec stupéfaction, il me dit: vous avez à me parler, mademoiselle? Je dis: oui, monsieur, j'aurais bien vous voir. Il me dit: mais rien de plus simple, entrez. Et quand je l'ai revu, quand je me suis fiancée à 18 ans, donc 8 ans après ou 9 ans après, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, le Bargy montait La Martyre, qui était une pièce de Richepin. Je lui ai raconté cette histoire et il m'a dit: tu vas venir le voir. Je suis venue voir Richepin et il m'a rappelé ce détail que j'ignorais. C'est qu'au moment où il m'a dit entrer dans le salon, j'ai dit à Dora: et vous, restez là. Je suis entrée seule avec lui, comme je le désirais, et je lui ai expliqué exactement ce qui m'amenait, l'admiration, le goût de la poésie, le besoin d'avoir un entretien avec lui, de le voir, de lui parler, de savoir ce qu'il pensait tout de même d'une petite fille qui aimait tant la littérature. Il a été absolument adorable, charmant, m'a remercié d'être venu, m'a récité des vers et finalement m'a donné un merveilleux autographe et qui était un extrait d'une pièce de lui qu'on jouait à la Comédie Française à ce moment-là. Je me vois encore les 2 vers, dit en pleurant: la fille du roi, ne partez pas, on vous en supplie.
Je suis rentrée très fière avec mon autographe. Et à dîner, j'ai mis la feuille sur la table à côté de mon père. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit mon père. Eh bien, j'ai dit, c'est un autographe, n'arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je dis, oui, j'ai été le voir, tu m'as dit, va le voir. Alors j'y ai été. Enfin, cet enfant est complètement folle, dit mon père, on ne peut rien dire devant elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté la chose et finalement, il en a beaucoup ri et je crois qu'il en a été assez content. Au milieu de tout ça, cet amour de la poésie m'a entraîné à ne lire que des contes de fées. Et comme je parlais déjà bien l'allemand, puisque je l'ai appris en même temps que le français sans même le savoir, je lisais donc Andersen, je lisais Grimm, et je vivais dans un univers qui était positivement un univers féerique, et qui compensait malgré tout cet univers de profonde mélancolie dont je vous ai parlé. Je me rappelle aussi, étant donné cet amour que j'avais pour le merveilleux, qu'on m'a conduit voir une pièce au Châtelet qui s'appelait Les Pilules du Diable. Et dans Les Pilules du Diable, il y avait un épisode que je n'ai jamais oublié, qui était celui d'un malheureux homme qui lisait son journal et qui n'arrivait pas à lire. Il était couché parce que quand son lit était immobile, la table de nuit montait avec la lampe, il n'y voyait plus rien. Et quand la table de nuit redescendait, c'était son lit qui montait. Ça m'avait beaucoup frappé. Ça m'avait aussi beaucoup amusé. Et quand j'étais dans mon lit en train de lire, car j'ai toujours lu très tard, beaucoup trop tard, mais enfin à ce moment-là, on était sage, on surveillait, on emmenait les lampes. J'attendais toujours le moment où la table de nuit allait monter et où le lit allait redescendre. Et ceci me paraissait aussi naturel que la vie quotidienne. Ce goût de la féerie, ce goût du merveilleux que j'ai toujours eu, qui est lié, je crois, à cet amour de la poésie et à l'amour de l'impossible et de l'inimaginable, il ne me quittait guère. Et je crois, si je veux bien vous dire tout, qu'il ne m'a jamais quitté. Vous venez d'entendre Madame Simone évoquer pour vous, à mi-voix, les souvenirs de sa vie. Cette émission présentée par Dominique Fabre est mise en onde par Georges Godbert. Vous pourrez retrouver Madame Simone sur cette même chaîne vendredi prochain à la même heure. Comme chaque vendredi, la radiodiffusion Télévision Française vous invite à écouter maintenant, à mi-voix, l'évocation par Madame Simone des souvenirs de sa vie. Lorsque j'étais en Amérique, mes chers amis, en 1913, un reporter m'a demandé de bien vouloir écrire un article pour un quotidien. Ma foi, je ne savais pas au juste quel thème prendre. Lorsque j'ai été frappée d'une chose, c'est qu'ayant vu des enfants jouer dans la rue, à New York, quelques jours auparavant, j'avais été saisie de la différence de la manière avec laquelle ils jouaient. C'est-à-dire que j'en voyais certains qui avaient besoin pour jouer d'objets, d'un soutien en somme, alors que d'autres, plus isolés, s'inventaient un jeu qui sortait d'eux-mêmes. Et j'ai eu le sentiment que chacun d'eux, par ses différentes manières de jouer, me révélait son caractère. J'ai donc écrit un article sur le thème suivant qui me paraît toujours valable et que je soumets à votre appréciation, car vous êtes tous des parents, beaucoup d'entre vous du moins. Pour connaître les dons d'un enfant, il faudrait, à partir d'un certain âge et assez tôt, je crois, observer de quelle manière il joue
et à quoi il joue. Je crois que c'est une révélation extrêmement frappante et valable de ce que sont les dons d'un enfant. Je crois par exemple qu'un enfant qui aime bricoler est tout de même un enfant qu'il faut diriger vers des métiers ou des carrières manuelles, quelque chose qui suppose enfin l'habileté des doigts, le goût d'ajuster, le goût des choses qui servent, alors qu'au contraire un enfant qui dans un coin rumine, invente, parle, est un enfant qui est plus spécialement destiné à des carrières intellectuelles. Je vois par exemple mon frère aîné, qui a été un terrible joueur et qui ça coûté fort cher, organiser toujours des courses. Chez nous, il y avait des courses de billes, il y avait des courses de haricots, il y avait des courses de tout. Enfin, il n'était question que de courses. Vous allez me dire que son père avait une écurie de courses et que c'était une raison, mais peu importe. Le second de mes frères et moi-même, nous ne jouions pas à ça. Au contraire, à quoi est-ce que je jouais? Puisque malheureusement, je dis avec quelque honte, je suis ici pour ne parler de moi sans cesse. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je jouais toujours à fabuler, c'est-à-dire à raconter des histoires. Je rassemblais mes deux frères, ma bonne allemande, ma gouvernante et leur bonne dans la chambre d'enfants. Et là, je racontais des histoires à longueur de journée. Quelquefois, ça agaçait les garçons, quelquefois, ça les amusait. Mais le fait est que moi, j'étais parfaitement heureuse dans ces moments-là. Et j'avais le sentiment de me créer une vie qui était une vie supérieure à celle que je menais habituellement. J'avais une autre manie. Celle-là, je n'y conviais personne. J'inventais des pièces et je les jouais moi-même. Mais les garçons, qui avaient surpris tout de même quelques cris, quelques interjections, et qui étaient surpris de m'entendre parler toute seule, avaient l'habitude de coller leur oreille à la porte et avaient fini par comprendre que je faisais des pièces et que je les jouais, ce qui les rendait extrêmement jaloux. Un beau jour, mon frère aîné, avec son goût des courses, son goût de la compétition, dit « C'est pas tout ça, tu fais des pièces, tu les joues. Eh bien, nous aussi, nous allons en faire. Nous allons faire un concours de pièces. » Très bien, nous allons faire un concours de pièces. Ah mais il faut faire une pièce courte, il dit, il faut faire une pièce par exemple comme une pièce en un acte. Il fait une pièce, j'en fais une, et le second de mes frères, celui qui devait être officier de marine, qui était un merveilleux musicien et un excellent mathématicien, pas encore mais qui déjà en donnait tous les signes, fait aussi sa pièce et arrive très fier ayant fait une pièce en verre. Ce qui déjà nous pétrifie, mon frère aîné et moi, qui n'avions évidemment accouché que d'une pièce en prose. Nous donnons chacun lecture de notre œuvre, et mon second frère, qui s'appelait Sigismond comme mon grand-père, mais qu'on appelait Bébé, quoiqu'il eut quelques années de plus que moi. Bref, Bébé, il nous lit un acte en vers absolument mirobolant. Nous tombons à la renverse et nous allons immédiatement chez notre père lui dire « Nous avons un génie dans la maison. Il a fait un acte en vers, tu ne peux pas imaginer ce que c'est d'une beauté extraordinaire, il faut que tu le lises tout de suite. » Bien, dit mon père. On convoque Bébé, un petit peu gêné malgré tout. Enfin, j'avais le sentiment qu'il n'était plus très, très à l'aise à partir du moment où il fallait lire son œuvre à mon père. Enfin, il s'y met. Au bout du 15e vers, mon père l'arrête et dit oh, « Oui, c'est excellent, en effet, mais c'est génial, mais je savais que Corneille avait du génie. » Mon second frère avait tout simplement recopié le premier acte de Rodogune. Ah, naturellement, nous avons triomphé, mon frère aîné et moi. Et lui, ma foi, il n'a pas été tellement gêné. Il a dit, j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire. J'ai trouvé que c'était plus simple pour qu'il me laisse tranquille de recopier le premier acte de Rodogune. Et l'incident n'a pas eu de suite. Cependant, je vous disais que moi, ma tendance continuait à être de fabuler, continuait à être de jouer la comédie. Et on n'y faisait pas attention autour de moi. Mon père s'amusait beaucoup de mes fabulations, mais il était peu au courant. Il avait son bureau, il avait ses lectures qu'il absorbait. Ma mère n'y prêtait aucune attention, trouvait simplement que j'étais une enfant excentrique. Et nous allions au théâtre, bien entendu, comme les enfants de notre âge, c'est-à-dire à ce moment-là, je devais avoir quelque chose comme 10 ans. Mon frère aîné en avait 16, l'autre en avait 14. Et nous allions naturellement au jeudi du théâtre français. À ce moment-là, j'ai été prise, comme toutes les filles de mon âge et toutes les filles de notre lycée, d'une passion pour un des acteurs. Mais je dois dire que nous étions unanimes dans la première et seconde préparatoire. Nous adorions Mounet-Sully, qui jouait à ce moment-là Édith Proie, et qui était en effet incomparable. Enfin, c'est-à-dire que je ne peux même pas vous donner idée, ici, de ce que peut être l'enthousiasme que suscitaient ces représentations. Il y avait 10, 15, 20 rabais, on était obligés de baisser le rideau de fer parce que les enfants qui étaient là et les jeunes gens n'auraient jamais cessé d'applaudir. On me dit quelquefois, mais qu'est-ce que c'est que l'art de Mounet? Enfin, vous êtes toujours à nous parler de l'art de Mounet, du génie de Mounet. Qu'est-ce que donnerait maintenant le génie de Mounet? Je trouve toujours cette question puérile, parce qu'il me paraît impossible que le génie ne s'impose pas à quelque époque que ce fût.
Si j'essaye de vous analyser l'art de Mounet, je vous dirais que c'était un art qui était un art assez près de l'art musical, si extraordinaire que ça paraisse, car sa justesse d'intonation était extrême, tout comme celle de Mme Sarah Bernhardt. Mais à l'époque, les grands ténors, comme Mme Sarah Bernhardt, comme Mounet, comme Coquelin, étaient tout de même des acteurs pour qui la virtuosité vocale jouait un grand rôle. Ils avaient tous les trois des organes absolument admirables, Mme Sarah, sa fameuse voix d'or, et M. Mounet-Sully, une voix qui s'apparentait au bruit de l'orage, du vent, de la mer. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Son air était fait de contrastes vocaux, tout comme celui de Mme Sarah Bernhardt, et d'une espèce de démesure qui atteignait vraiment au sublime. Je ne voudrais pour rien au monde essayer de vous faire une imitation de ce qu'était l'art de Mounet-Sully, d'autant plus qu'avec ma pauvre voix de femme, les moyens dont je dispose, ce serait le trahir 10 fois. Et non seulement parce que je n'en ai pas la possibilité vocale de reproduire ce qu'était lui, cette musique extraordinaire dont il était l'auteur, mais parce que nous sommes des acteurs, que nous sommes des êtres qui agissons, et que sa présence était certainement fort importante. Il avait l'apparence d'un demi-dieu. Il avait un geste d'une beauté extraordinaire, d'une largeur extraordinaire. Mais non seulement ça, je crois que si maintenant vous pouviez entendre un enregistrement fidèle, vous seriez séduit. Malheureusement, ce n'est pas dans mes possibilités et je ne voudrais point qu'en entendant ce que j'essaierais pauvrement de faire, quelques-uns d'entre vous sourient. Bref, il nous avait inspiré à toute la classe de la seconde B une passion telle que une de mes amies qui s'appelait Susanna Chambourg, qui m'écoute peut-être, car j'ai le bonheur de la connaître toujours, elle est toujours en vie, avait un frère qui s'appelait Étienne, qui dessinait fort bien, et qui avait fait un ravissant dessin à la plume de Mounet. Un jour, il est allé au foyer, il a montré ce dessin à Mounet. Mounet a eu la gentillesse de bien vouloir lui signer la feuille, et Étienne lui a demandé en échange de vouloir lui donner une petite feuille de sa couronne de laurier qu'il portait dans Édipe. Ce que Mounet a fait bien volontiers, car il était l'homme le plus charmant de la terre. Étienne nous a rapporté cette feuille, et nous l'avons placée secrètement dans un des petits pots en métal qui était dans l'armoire du système métrique et qui représentait le litre, le décilitre, le centilitre. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. Les grammes, les centigrammes, les décigrammes. Il y avait là une petite armoire qui était appuyée contre le mur dans laquelle nous passions quand nous entrions en classe. Et comme nous avions le sentiment qu'il y avait là quelque chose d'absolument sacré, chacune de nous faisait un petit salut en passant. Si bien que mademoiselle Justin, notre surveillante, disait que c'est ce qu'elles ont tout à faire ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais nous étions absolument convaincus que nous ne faisions que rendre hommage et être des servantes d'un culte qui méritait en effet ces génuflexions. Il s'est trouvé que tout comme Richepin, que j'ai retrouvé, quand le Bargy mettait en scène la martyre, j'ai retrouvé Mounet, qui jouait dans la pièce. Et je lui racontais cette histoire. Elle avait tellement enchanté que chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Encore l'histoire du système métrique ». Et je lui racontais l'histoire du système métrique, absolument enchanté et ravi, qui voulut bien y faire attention. C'était un personnage absolument extravagant, hors la vie, très au-dessus d'elle. Un jour, notre ami Arquillère, que vous avez peut-être vu jouer, qui était un excellent comédien, vient le trouver timidement, en lui disant « Monsieur Mounet, je vous admire tellement, j'ai voulu vous approcher. » L'autre était en train de se maquiller dans cette loge extravagante, au mur desquelles pendaient des couronnes de laurier en poussière, des palmes, enfin, tout ce que vous imaginez, des pots de pommade qui traînaient sur tous les meubles, enfin, un désordre incroyable. Mounet l'écoute à peine, lui dit « Comment vous appelez-vous » Arquillère, mon cher enfant, puis il ne fait plus aucune attention, se maquille, et Arquillère, voyant qu'il est de trop, s'en va. Lorsque tout à coup, au bout du couloir, il s'entend appeler. « Arquillère !» Il se retourne absolument ahuri, ravi. « Arquillère !» Il se précipite comme « Maître, maître, me voici !»« Qu'est-ce que vous voulez, mon enfant ?» lui dit Mounet. Il dit « Maître, je viens vous voir, vous m'avez appelé. »« Mais non, mon enfant, je ne vous ai pas appelé. Je faisais ma voix. » Et ça a été tout. Le pauvre Arquillère est rentré dans une ombre épaisse dont il n'est plus jamais sorti. Ce que je vous ai raconté là pour le pauvre Arquillère prouve à quel point Mounet était en dehors de toute espèce de contingence et de vie quotidienne. Il est arrivé une autre chose assez singulière comme ça qui vous prouvera à quel point, en effet, quand il était plongé dans son rêve, il était détaché de tout. Un jour, il habitait un rue Gay-Lussac et il était en train de se livrer à ses travaux, je ne dirais pas à ses improvisations, mais au contraire à l'étude approfondie d'un rôle. Quand la cuisinière ou la femme de chambre ou la mère ont eu l'idée d'apporter le déjeuner. Il habitait au 4e étage et il y avait un poulet
qu'on mit sur la table, il prit le poulet et le jetait tout simplement par la fenêtre, indigné qu'on voulût mêler une idée de nourriture au rêve dans lequel il planait. Un passant reçut le poulet sur la tête, ne s'en montra pas autrement formalisé, prit le poulet, entra chez la concierge et demanda ce que ça voulait dire. Et la concierge lui répondit « Ce n'est rien, c'est M. Mounet-Sully qui travaille ». Il emporta le poulet. Mais il revint le lendemain, à la même heure, leva le nez, il avait trouvé le poulet bon, probablement, attendit qu'un second poulet tombât du 4e étage, mais aucun poulet ne tombait. Au bout d'un moment d'attente, il entra chez la concierge, un peu là, et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de poulet aujourd'hui. » Et la concierge répondit « Monsieur Mounet-Sully répète aujourd'hui à la Comédie Française. » Je vous ai dit que l'art de M. Mounet-Sully était un art d'une extraordinaire puissance vocale et que son esthétique était une esthétique qui tenait par certains côtés à celle des chanteurs, en ce sens que c'était des oppositions de ton, de tonalité qui créaient l'émotion et qui créaient même le sens de ce qu'il voulait imposer au public. Néanmoins, il avait une justesse infaillible. Et nous en avons eu la preuve d'une façon assez singulière. Lorsqu'on répéta le Réveil au Théâtre Français, une pièce d'Hervieux, on lui distribua le rôle d'un roi qui vivait en exil. Au bout de quelques répétitions, mettons une douzaine, une quinzaine, le Bargy, très inquiet, me dit « Mais je ne sais pas ce qui se passe, moi je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas l'impression que Mounet est tout à fait bien distribué. Tu devrais bien venir l'entendre, toi qui l'aime tellement, qui l'admire tellement, tu nous donnerais tout de même une impression, c'est aussi la vie de Barthé, bien donc. » Je vais dans la salle, je vois apparaître Mounet non pas sous l'admirable tunique d'Édipe et sein du bandeau royal, mais dans une belle redingote, bien serrée à la taille, cette Ignace, sa magnifique barbe. Il commence à parler et j'entends ce qu'on pouvait entendre de mieux, c'est-à-dire que tous les acteurs qui jouaient à côté de lui et qui n'étaient pourtant pas rien, c'est-à-dire Paul Mounet, c'est-à-dire Le Bargy, c'est-à-dire Madame Barthé, avaient l'air d'élèves. Enfin, ceci pour vous dire qu'il y avait évidemment chez moi non pas une passion du théâtre, parce que tous les enfants à cet âge-là ont eu la passion du théâtre, mais déjà j'avais observé ce qu'étaient les particularités de Mounet, je peux dire. Et je les avais notées, je me rappelle. Ceci n'était pas très singulier et n'aurait pas dû éveiller l'attention de mes parents s'ils avaient été tournés de ce côté, mais ce qui était loin d'être le cas. Mais à quelque temps de là, on a joué Horace. Et en rentrant, je me rappelle, dans ma chambre, m'être mise à réciter les imprécations de Camille. Et avoir été tout à coup surprise de l'espèce de torrent, d'orage, de tempête, de chaleur qui m'envahissait et aussi de bien-être. Je n'y comprenais rien. C'était comme une espèce de révélation, c'était comme une espèce de fièvre qui tout à coup s'éveillait en moi et qui me donnait un espèce de bonheur qui me satisfaisait entièrement et surtout qui portait sur quelque chose de violent. Et puis, ça a été fini. Je n'y ai plus jamais pensé. Je ne me suis pas dit qu'est-ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être que j'en parle, peut-être qu'il serait bon que je dise ça ou à mon père ou à ma mère. Tout ça ne signifiait rien dans un milieu où il n'était jamais question de la profession de comédien ou de comédienne et jamais question de théâtre, autrement que parce que ma mère allait le dimanche voir des mélodrames, il rentrait de voir Roger la honte et restait 3 jours au lit tellement il avait pleuré. Mais l'art du comédien, il n'en était pas question. Quand je lui demandais si elle avait vu telle ou telle pièce et si telle ou telle personne jouait bien, il me disait « Oui, je me rappelle très bien, c'est la pièce où Madame Barthé portait une robe rose. » Et puis c'est tout, il n'était pas question d'autre chose. Par conséquent, aucune espèce d'indication pour moi. Et pourtant, est-ce que ce besoin de faire des pièces, de les jouer, ce besoin de raconter des histoires, et cet orage qui s'était élevé tout à coup en moi, n'étaient pas déjà des expressions artistiques? Le mot est tellement gros que je n'ose le prononcer, et pourtant il correspond bien à ce qu'est l'activité artistique, c'est-à-dire au besoin d'élargir la vie, de lui échapper, de créer une vie nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Eh bien, c'est toujours un inadapté. C'est toujours quelqu'un qui ne trouve pas entièrement ce qu'il désirerait dans l'existence. C'est toujours quelqu'un qui ne marche pas tout à fait droit, qui a une espèce de boiterie mentale ou de boiterie affective. Et malgré tout, il se cherche une compensation. Et je crois que l'art est cette compensation. Et probablement qu'obscurément, il y avait déjà en moi ce manque et que je cherchais dans mes pauvres activités la double semelle qui me permettrait de marcher droit.
Vous venez d'entendre Madame Simone évoquer pour vous, à mi-voix, les souvenirs de sa vie. Cette émission présentée par Dominique Fabre est mise en onde par Georges Godbert. Vous pourrez retrouver Madame Simone sur cette même chaîne vendredi prochain à la même heure. Comme chaque vendredi, la radiodiffusion Télévision Française vous invite à écouter maintenant, à mi-voix, l'évocation par Madame Simone des souvenirs de sa vie. Mes chers amis, aujourd'hui je vais de nouveau avoir recours à votre attention affectueuse et aussi à votre indulgence. Parce que si depuis quelques fois, j'ai eu le plaisir, l'agrément de vous raconter des anecdotes et les petites coquineries dont j'avais été capable, j'avais voulu le faire parce que ma première émission m'avait semblé très mélancolique et pourtant tellement fidèle à ce qu'était mon état d'enfant. Et maintenant, il faut bien que je revienne à ces sentiments graves, puisqu'ils ont été la base de ma sensibilité, et aussi la raison pour laquelle a été tissé sur ma vie entière un voile assez sombre. Je ne sais pas si je vous ai raconté que mon père était malade, mon père que j'adorais. Il souffrait d'asthme. Or, à ce moment-là, cette épouvantable maladie, on ne lui connaissait pas de remède. J'étais donc une enfant extrêmement tendre, extrêmement anxieuse, et qui voyait d'une façon presque régulière étouffer l'être qu'elle aimait le plus au monde. Ceci n'est pas, comme bien vous pensez, de nature à vous rendre très gaie, ni non plus de nature à vous rendre très confiante dans l'avenir. Je vivais dans une espèce de peur constante de voir s'aggraver un état qui me paraissait un état positivement insoutenable, car le matin, quand j'entrais dans la chambre de mon père pour lui faire signer mon carnet de notes du lycée, je le trouvais le plus souvent assis dans un fauteuil, n'ayant pas pu passer la nuit dans son lit. Pourtant, il arrivait que certains jours, certains beaux jours secs, il se trouva mieux portant, et alors il me faisait l'admirable surprise de venir me chercher au lycée. Je l'apercevais de loin, appuyé sur sa canne, de cette manière un peu pesante qui signifiait qu'il avait vraiment besoin d'un secours. Néanmoins, nous descendions tous les deux. Nous allions jusqu'à une station de tramway qui se trouvait à ce moment-là au coin du boulevard Haussmann et de la rue La Boétie. Et là, nous grimpions sur l'impériale d'une de ces admirables voitures qui étaient traînées par 2 chevaux pommelés et qui nous conduisaient jusqu'à la Mouette. Ceci se passait par des beaux jours de printemps, des beaux jours d'été. Et sur le haut de cette voiture, car il faut bien vous imaginer qu'il y avait là 2 grands bancs très confortables, tout au moins pour nous qui n'étions pas tellement difficiles, nous entrions dans un univers de fleurs et de feuilles où nous étions heureux, les plus heureux du monde. Nous allions jusqu'à la Muette, nous nous promenions un instant au bois et nous revenions par le même chemin. Et pendant ce temps que j'étais accrochée au bras de mon père, j'avais vraiment le sentiment qu'il m'était donné ce que saint Augustin a dit des élus, c'est-à-dire qu'ils possèdent ce qu'ils désirent. Je crois que c'était en l'année 1889, puisque j'ai perdu mon père en 90, que mon père décida, pour nous faire un grand plaisir à mon frère Ségis et à moi, de nous emmener en voyage. Et il décida de nous conduire à l'île de Jersey et de nous faire d'abord visiter Saint-Malo. Nous avons commencé ce voyage avec un père bien portant. Nous étions fort heureux tous les 3.
Et arrivé à Saint-Malo, mon père a naturellement voulu nous faire visiter le Mont-Saint-Michel. Je le trouvais déjà moins bien ce jour-là. Et c'est là que j'ai mesuré pour la première fois à quel point ce qui était extérieur à l'humain me restait à moi-même presque indifférent. J'ai honte de l'avouer, parmi vous certainement, il se trouve beaucoup d'auditeurs qui adorent la peinture, qui adorent les monuments, qui adorent les voyages. Et je dois leur avouer, à mon corps défendant et avec une certaine honte, que tous ces clochetons, toutes ces merveilles qu'on voulait me faire voir me laissaient assez indifférente et que j'aurais préféré pouvoir rester avec mon père assise sur la plage, car je mourrais n'ayant donné mon amour qu'à l'amour, aux humains, à la nature et aux animaux. Dieu sait que j'ai une passion pour la littérature, qu'elle a compté pour moi, mais dans la mesure où elle est encore un reflet de l'humain. Non pas que la peinture ne soit pas de même, non pas que l'architecture et la sculpture ne soient de même, mais quand on m'accuse de n'aimer ni les uns ni les autres, je réponds toujours « si, je les aime, mais je n'aime que les chefs-d'œuvre ». Et maintenant que je vous ai fait cette confession, je m'en vais aborder ce qui a été réellement l'essentiel de notre voyage, c'est-à-dire l'arrivée à Jersey, l'arrivée enchantée sous un ciel d'azur, traversant des jardins où les choux étaient tellement gros que vraiment, si je n'avais pas déjà été un peu renseignée, j'aurais cru y trouver des enfants. Mais le soir, les choses tout à coup devinrent beaucoup plus dramatiques. Mon père commençait une crise d'asthme terrible. Et une crise d'asthme d'une gravité comme je n'avais jamais vue. Or, nous étions loin de la maison, loin de son médecin habituel, ma mère absente, seule avec mon frère qui n'avait que quelques années de plus que moi. Nous montâmes nous coucher de bonne heure. Mon père était dans une chambre qui était à côté de la mienne. J'étais entre lui et mon frère. Et cependant que je regardais à travers les volets le reflet des lumières sur la terrasse et que j'entendais les rires des autres voyageurs, il me vint une espèce de folie qui consiste à prendre un crayon et une feuille de papier et à noter le nombre de fois, le nombre de cannes de tout que j'entendais dans la chambre à côté. Je voulais voir si la crise augmentait, si la crise diminuait. Il y avait là en effet une espèce de folie, mais que vous comprendrez si vous avez aimé. Pour moi, la terreur ne me quittait pas, et j'attendais l'aube avec une espèce d'anxiété, comme si avec le soleil eût pu me revenir un espoir. En effet, de très bonne heure, mon frère entra dans ma chambre. La crise diminuait. Sur mon papier, je voyais que les cannes de tout devenaient plus rares. Néanmoins, je ne dormais pas, j'étais toujours assis sur ma chaise, exactement dans la tenue où j'étais la veille au soir. Quand mon frère entra, il fut stupéfait de me voir ainsi. Il me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je n'osais pas lui confier tout de même ce que j'avais fait. Et je lui dis « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Papa n'est pas bien, il a une crise sérieuse et nous allons rentrer immédiatement à Paris. » Ainsi se termina tristement ce voyage qui avait été commencé sous les meilleurs auspices. Et à partir de ce moment, l'anxiété vague que j'avais éprouvée depuis que je pouvais comprendre devint une anxiété tout à fait aiguë. Elle se précisa un jour que mon père m'avait emmené à Versailles. Il aimait beaucoup Versailles, il me l'avait fait aimer. Et j'ai continué d'ailleurs à avoir pour cette ville, et sans souvenir de lui, et sans souvenir des moments heureux que nous y avons passés, un amour particulier. Je crois aussi qu'il y a quelque chose dans ma formation que je dois d'ailleurs à mon père, et dans ma tournure d'esprit, quelque chose qui trouve un contentement dans ces belles allées rectilignes, dans cet ordre, dans cette précision. Le fait est que ce jour-là, mon père, avant de regagner Paris, voulut me faire voir la salle où se trouve le fameux tableau du serment du jeu de paume et où eut lieu des restes ce serment. Nous arrivâmes, je crois que très peu de temps avant le moment où la salle devait fermer. Et mon père, probablement craignant de se heurter à une porte close, accéléra son allure, ce qui évidemment, étant donné l'état de fatigue de son cœur, ne lui était pas bon, si bien que très peu de temps après être entré dans la salle et m'avoir expliqué ce que signifiait le tableau qui était devant mes yeux, je ne le vis pas lire, et malgré la décision qu'il avait, la volonté qu'il avait de ne pas m'inquiéter, obligé de s'asseoir. Je me précipitai à ses genoux, lui demandai s'il voulait un médecin. Le gardien s'approcha de nous, il refusa tout. Au bout d'un moment, il allait mieux, mais moi, j'allais vraiment bien mal. Nous avons pris une voiture,
Nous avons gagné la gare, nous sommes rentrés à Paris. Et là, ce que je vous dis de mon anxiété qui avait été si grande à partir du voyage à Jersey devint encore plus aiguë. Néanmoins, mon père ne se découragea pas et voulut faire comme d'habitude un de ces longs voyages dont je vous ai parlé, puisqu'il avait cette espèce d'étrange complexe qui, à mon avis, était à la fois un complexe de fuite et aussi la volonté de retrouver quelque chose de ce qu'avaient été ses amours de jeunesse, c'est-à-dire la solitude sur la mer. Il partit pour Madagascar. Quand il revint, au bout de 2 mois, ma mère fut obligée d'aller à Marseille. Naturellement, il y était de toute manière pour le trouver au bateau, mais là, on le transporta sur une civière, car il était hors d'état, étant donné la terrible tempête qui avait secoué le bateau, qui s'appelait le Salazie, je me rappelle, dans le golfe de Lion, de faire le chemin qui allait du bateau à la gare. C'était au mois de janvier, son état ne cessa d'empirer, et d'une manière assez brusque, après une crise qui semblait une crise d'asthme, mais qui en vérité me semble, moi, étant donné maintenant mes connaissances médicales, avoir été un édème du poumon, qui était une maladie qu'on connaissait mal à l'époque. À ce moment-là, j'eus le désespoir de le perdre. Vous comprendrez bien entendu que je ne vous dise rien de plus. Ce que je peux vous dire pourtant, à vous qui j'en suis sûre, m'écoutez avec votre cœur, c'est que mon état était à ce moment-là un état vraiment déplorable. J'allais au lycée, j'avais auprès de moi une institutrice anglaise dont je vous ai parlé, Miss Brasington, qui était une femme qui m'avait appris à me dominer, à me vaincre, qui, partageant mon chagrin car elle aimait énormément mon père, pourtant m'exhortait à faire bon visage, à exécuter tous les jours ce qu'elle considérait être mes devoirs. Je traversais pour aller au lycée le square de la Borde, où les enfants riaient, où les enfants jouaient. C'était à la fin du mois de mai. Aux portes s'appuyaient des corbeilles pleines de lilas et de roses. Il y avait là une espèce de kermesse à laquelle participaient tous les humains. Et si moi je ne m'y mêlais pas, ça n'était ni par amertume, ni par rancune, mais bien parce que la force de mon désespoir me volait à ce qu'était la masse des humains. Je m'appliquais au travail. Il me semblait qu'en faisant très, très rigoureusement ce que j'avais à faire, c'était encore une offrande à la mémoire de celui que j'avais tellement aimé et que je continuais d'aimer. Je renouais là la longue tradition, la longue chaîne de fidélité dont il m'avait donné l'exemple, étant donné les regrets éternels qu'il vouait à sa mère. Et quand je rentrais du lycée, j'entrais dans sa chambre. Il y a une tradition, vous savez, dans les familles juives. Je ne sais pas, je crois même, d'après ce que m'a dit François Mauriac, quand il a lu l'autre roman, mon petit livre dans lequel j'ai raconté ces choses affreuses, il m'a dit aussi qu'en province, on faisait souvent cela. Les miroirs étaient voilés. Et non seulement ça, mais sur la table de chevet, on disposait une cuvette avec de l'eau, une serviette et du savon, de manière à ce que le mort, s'il revenait, puisse se laver les mains. Longtemps, on avait laissé la chambre de mon père dans cet état, avec les persiennes fermées. Quand j'entrais, ma pauvre maman, qui elle avait besoin de se distraire, elle était ainsi, il n'y avait pas à le lui reprocher. Par conséquent, elle n'était pas là pour me surveiller. Mon anglaise était sans force contre la puissance qui me poussait dans cette chambre, et j'entrais là et j'y restais jusqu'au soir et j'y voyais tomber la nuit. Il est certain que c'est une mauvaise formation pour une enfant. Maintenant, pouvons-nous dire mauvaise formation? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qui peut le dire? Est-ce qu'au contraire, ces moments-là n'ont pas creusé chez moi une possibilité de sensibilité, d'attachement aux choses profondes dont je dois me féliciter? Le fait est que dans ce qui restait là, de l'odeur, de la présence de mon père, je trouvais malgré tout un épouvantable réconfort. Il y eut quelque chose qui contribua à rendre cette atmosphère pour moi encore plus amère. Il est triste d'avoir à le dire, mais il faut le dire puisque je suis là pour dire la vérité. Ma chère maman, comme je vous l'ai dit, était extrêmement vivace et vitale, mais elle était de telle manière que Dieu lui avait épargné la fatalité, une chose affreuse, qui est la vocation du désespoir. Elle ne l'avait pas. Elle était quelqu'un elle avait beaucoup aimé mon père, j'en suis persuadée, mais elle l'avait aimé comme il est naturel d'aimer, c'est-à-dire sans excès. Le fait d'aimer avec excès, je finis par le croire à mon âge,
est une sorte de démence, puisqu'en somme, elle vous mobilise au profit d'un seul sentiment. Le fait est qu'elle continuait à aimer le soleil, la lumière, sortir, se commander des ravissantes robes de deuil et tout ce qui s'ensuit, et tout ceci pour moi n'était qu'offense. Mon second frère, que j'aimais tendrement, qui était toujours resté très proche de moi et qu'il est devenu de plus en plus au fur et à mesure où les années ont passé, était à l'école navale. Il me restait donc mon frère aîné qui, lui, à ce moment-là, préparait son bachot de philosophie. Il était installé dans la salle d'études où j'allais moi-même faire mes devoirs. La fenêtre était grande ouverte. Nous habitions, comme je vous l'ai dit, tout en haut au 4e, alors à ce moment-là, Faubourg Saint-Honoré. Et nous avions devant nous un ciel immense où passaient des hirondelles en poussant ces espèces de cris joyeux que vous connaissez et en dessinant sur le ciel leurs étonnants quadrilles. Je ne pouvais pas, voyant ce spectacle, ne pas espérer, ne pas le lier à l'idée d'un paradis où je retrouverais celui que j'avais tant aimé. Et malgré moi, un jour, dans le besoin de communiquer cet espoir, cette espérance, j'en fis part à mon frère, qui avait ouvert ses livres, qui préparait, comme je vous l'ai dit, cette philosophie, et qui me répondit d'une façon péremptoire « tentation spiritualiste ». Je dis « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et alors, avec cette espèce d'orgueil d'un jeune homme qui aborde les grands problèmes et qui a le bonheur d'être l'élève d'Henri Lachelier, qui était un philosophe quasi génial, il se mit à m'expliquer les différents systèmes. Et c'est comme ça qu'étant une petite fille, j'avais à ce moment-là 13 ans, j'appris tour à tour ce qu'était le matérialisme, le spiritualisme, l'idéalisme, la doctrine de Berkeley, toutes choses qu'en général on ne met sous les yeux des enfants et des jeunes gens que vers 18 ans, ce qui était l'âge de mon frère. Mais il était si fier de son savoir et en même temps si heureux de m'en faire part qu'il ne se rendait pas compte du mal qu'il me faisait. Et à la vérité, peu à peu, il détruisait en moi cette croyance enfantine et charmante et peut-être vraie que le monde est un beau globe bleu et blanc que Dieu tient dans ses mains et que ce que m'avait dit mon père, c'est-à-dire qu'un jour nous nous retrouverons tous dans une autre lumière, est la vérité. Le fait est qu'ivre de son savoir, il s'appliquait à me l'inculquer et en somme à détruire ce qui était mon seul recours. Dora, pour me consoler, avait acheté 2 beaux rosiers qu'elle avait mis devant ma fenêtre sur le balcon. Et dans le temps que les fleurs se fanent, dans le temps que les roses s'effeuillent, grâce au terrible et étroit savoir de mon frère, je demeurai seule avec mon désespoir. Vous venez d'entendre Madame Simone évoquer pour vous, à mi-voix, les souvenirs de sa vie. Cette émission présentée par Dominique Fabre est mise en onde par Georges Godbert. Vous pourrez retrouver Madame Simone sur cette même chaîne vendredi prochain à la même heure.